Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous le plaisir que j'ai à ouvrir cette journée du prix de l'écrit social dans un contexte politique local, français et international particulièrement perturbé, où sont attaqués quotidiennement les droits humains, la démocratie, la culture, le social. Le PES, prix de l'écrit social, PES, est une petite goutte d'eau, mais qui vient prendre toute sa force, tout autant dans la définition du travail social, qui contribue à promouvoir le changement social, le développement social et la cohésion de la société, que dans les valeurs de la RIFT, respect de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, des solidarités, reconnaissance de la dignité humaine et de l'altérité. À l'heure où les réseaux sociaux transforment n'importe quelle prise de parole en vérité, à travers le PES, nous voulons réaffirmer l'importance de la recherche, de l'indispensable travail de compréhension, d'analyse au plus proche des terrains, essentiel à une action sociale étayée et éclairée. À travers le PES, nous voulons également développer le besoin et l'intérêt de la lecture des personnes en formation. L'expérience de ces 13 années le prouve, ça marche. Je tiens à remercier les étudiants qui se sont engagés dans les jurys, montrant un enthousiasme, une maturité, une capacité à échanger qui nous surprend chaque année. Ainsi, dans cette période où l'organisation du PES devient presque un acte politique, je suis très heureux et honoré d'accueillir nos 3 lauréates 2024, Margot Delon, Bénédicte Bonzi et Camille Masclet. Nous aurons le plaisir de les entendre présenter leurs travaux, mais je veux saluer des chercheuses dont l'engagement dépasse le cadre de leurs travaux. Au-delà de la qualité de leurs écrits, c'est aussi cette part d'engagement qui a séduit les jurys. Nous vous remercions sincèrement de votre présence et avons hâte de vous entendre et d'échanger avec vous. Avant de conclure, je veux remercier Hélène et Stéphanie, cheville ouvrière de ce prix dont on ne voit aujourd'hui que la partie émergente d'une parfaite organisation, le COPIL qui les accompagne, et notamment les partenaires, le Maïs, fidèle partenaire depuis des années, les jurys étudiants et les professionnels, Joséphine, Moussa et Jean-Pierre, qui contribuent par leur engagement à ce prix, et l'équipe des services généraux, à la manœuvre depuis plusieurs jours, et qui, vous le verrez, ont tout mis en œuvre pour vous permettre de vivre cette journée dans les meilleures conditions. Enfin, je veux remercier Madame Marionneau, directrice régionale adjointe à la DRET, en charge du pôle des solidarités, et M. Chussot, responsable de la ville représentant de la ville de Rezé. Leur présence nous conforte dans l'importance de cet événement. Bonne journée à tous, profitez-en, ces moments sont rares. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir tous, là, étudiants, intervenants, professionnels, pour cette 13e édition, en effet, du prix de l'écrit social. Cette journée événement du prix, elle représente l'aboutissement d'une année de veille documentaire réalisée avec nos collègues du CRD, le résultat de l'engagement de 2 jurys également, dont vous allez voir certains membres remettre les prix tout à l'heure, un jury étudiant et un jury qu'on dit mixte, avec des étudiants de 2e, 3e année, des professionnels, des formateurs. C'est une année de lecture, de débat, d'échange qui se termine et se clôt par des délibérations animées et très enthousiastes au mois d'octobre. Donc, pour vous dire que cette journée, c'est le fruit d'importantes collaborations entre les personnes en formation, des professionnels du champ d'intervention sociale, des salariés de la RIFT. Alors, dans le hall, nous accueillons notre librairie partenaire, la Petite Gare à Rezé. Vous y trouverez les ouvrages qui sont primés aujourd'hui, mais également une sélection d'ouvrages en lien avec les thématiques qui sont abordées par nos lauréates. Notre centre de ressources documentaires tient également dans le hall une table de presse pour vous permettre d'aller plus loin, notamment les étudiants. Les documentalistes ont élaboré une bibliographie en lien avec les travaux de recherche présentés ce matin. Et nous vous remercions tous chaleureusement pour votre mobilisation parce que vous contribuez à faire de cette journée un espace de dialogue qui est stimulant entre l'intervention sociale, la recherche en sciences humaines et sciences sociales
et la formation. Donc on va vous présenter nos lauréates du PES de l'année 2024 que nous allons avoir le plaisir d'entendre dans quelques instants, et notamment Camille Masclet, lauréate du PES pour son article « Devenir parent de LGBT, des socialisations par ricochet », publié dans Actes de la recherche en sciences sociales. D'ailleurs, vous retrouverez la revue à la librairie de la Petite Gare, dans le hall, aux éditions du Seuil. Camille Masclet est sociologue, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques et chargée de recherche au CNRS. Je ne me suis pas trompée, c'est tout bien. Voilà. Nous accueillons également Margot Delon, qui est lauréate du prix étudiant pour son ouvrage « Enfants des bidonvilles, une autre histoire des inégalités urbaines », publié aux éditions de La Dispute. Margot Delon est sociologue, chargée de recherche au CNRS et résidente à l'École française de Rome. Enfin, nous écouterons Bénédicte Bonzi, lauréate du prix de l'écrit social pour son ouvrage « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires » qui a été publié aux éditions du Seuil. Bénédicte Bonzi est anthropologue et chercheuse associée au LAP, c'est-à-dire au laboratoire d'anthropologie politique. Et enfin, nous aurons le plaisir de retrouver Stéphane Lecourant, lauréat 2023, qui s'est caché dans le public, qui est venu l'année dernière pour son ouvrage « Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État », qui a été publié au Seuil, et qui nous fait, pardon, je tourne la page, Immense plaisir. l'amitié de remettre en main propre le prix de l'écrit social à Bénédicte Bonzi à la fin de la matinée. Alors un petit mot sur l'organisation pour vous présenter la matinée, mais rapidement la journée et son déroulement. Donc, nous allons écouter les trois lauréates nous présenter leurs travaux de recherche. Chaque conférence dure environ 30 minutes. Ce sera suivi d'une dizaine de minutes, on aimerait faire beaucoup plus, mais d'échanges avec le public. Et en fin de matinée, des membres des jurys, mixtes et étudiants, viendront remettre, et Stéphane Lecourant, qui remettra le prix de l'écrit social à Bénédicte Bonzi. Donc, nos jurys et Stéphane Lecourant remettront les prix aux lauréates. Nous ferons une pause, pas plus de 15 minutes, ça va être compliqué sinon, vers 11h. Cet après-midi, un temps plus spécifiquement adressé aux étudiants et aux étudiantes qui se répartiront, vous vous êtes inscrits sur la FOAD, dans des cafés-débats entre 14h et 16h. On a déjà certains intervenants et animateurs des cafés-débats présents dans la salle dès ce matin, et nous les remercions de leur présence sur toute cette journée du prix de l'écrit social. Nous allons maintenant pouvoir écouter Margot Delon, qui est lauréate du prix étudiant. Merci. Merci. Jamel Ayadi. Jamel naît en 1961 à l'hôpital de Nanterre. Ses parents, originaires de la région de Marnia en Algérie, vivent alors dans une baraque du bidonville avec les aînés de la fratrie. Jamel passe quelques mois dans ce bidonville avant qu'un incendie ne chasse la famille qui est relogée temporairement à l'hôpital, puis dans une cité de transit, la cité des Marguerites. Pour préserver ses enfants de la délinquance qui croît alors dans la cité, le père de Jamel rapatrie toute la famille en Algérie pour 2 ans avant de revenir à Nanterre dans une autre cité de transit. Nouvel incendie, nouveau relogement dans la cité des Potagers où 30 ans après, Jamel me présente sa mère et la parente qui est venue d'Algérie s'occuper d'elle. Il me raconte comment il a, de son côté, quitté la cité pour vivre chez sa copine de l'époque, qui deviendra la mère de ses 2 filles, comment il devient informaticien mais ne quitte jamais Nanterre, où il réside toujours lorsque nous nous rencontrons. Jamel a été en fait mon premier enquêté, et l'un de ceux que j'ai le plus recroisé au fil de cette recherche sur les trajectoires des enfants des bidonvilles des années 60 en France. Je le rencontre en 2011 au Chris Fan, qui est un bar à côté de la mairie de Nanterre, à une tablée de vieux Nantériens, où m'introduit mon directeur de mémoire de l'époque. Parce que ce dernier lui demande de m'aider, Jamel prend ce rôle très au sérieux et avec beaucoup de générosité et de patience. Il me présente plusieurs de ses amis pour que je les interviewe. Il se prend lui aussi au jeu des questions. Il m'accompagne visiter Nanterre pour me faire comprendre à quoi ressemblait cette ville qui a tant changé.
Au fil des années, on se revoit beaucoup, à une commémoration, une inauguration, et c'est l'occasion de plaisanter, prendre des nouvelles, discuter un peu de tout et rien. Quand s'achève ma thèse en 2017, on reste amis sur Facebook, bon ça fait un peu vieux de dire ça, et on se souhaite nos anniversaires. Jamel sait que je veux écrire un livre sur cette histoire, et j'ai hâte de pouvoir le finir et lui offrir. Malheureusement, Jamel est décédé 6 mois avant la sortie d'Enfants des bidonvilles, pardon, je suis un peu émue, l'an dernier. Et donc c'est à lui que je voulais dédier ce moment, pardon, et le prix que vous m'avez fait l'honneur de m'attribuer. Donc merci. Ce livre raconte l'histoire d'enfants qui, comme Jamel, ont grandi dans les bidonvilles de l'après-guerre en France. Pour moi, c'était une manière de contribuer à faire connaître ces espaces aujourd'hui disparus, mais qui connaissent une sorte d'éternel retour. Si au début des années 70, le passage de la tractopelle pouvait laisser certains responsables politiques espérer la fin du mal-logement, on sait, et vous sans doute mieux que moi, à quel point cet espoir a été vain. Hier, comme aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on démolit une baraque que les facteurs structurels qui sont à son origine s'annulent et que ses habitants et habitantes voient leurs conditions d'existence magiquement transformées, qu'ils soient algériens, portugais comme hier, ou comme d'autres parties du monde aujourd'hui. Donc face à cette crise du logement qui n'en finit pas, notamment dans notre métropole, particulièrement concernée par la question des bidonvilles, il peut être intéressant de décaler un peu le regard dans le temps et l'espace. C'est le pari du livre, questionner le devenir des enfants ayant grandi dans les bidonvilles des années 60 en banlieue parisienne, pour mieux comprendre de quoi cette expérience résidentielle est faite et quels peuvent être ses effets à long terme. Donc pour répondre à cette énigme, il fallait mener l'enquête. C'est ce que j'ai fait pendant mes années d'études en sociologie, du master au doctorat. Et ce livre avait aussi pour objectif de raconter cette enquête pour que les lectrices et les lecteurs curieux des sciences sociales puissent comprendre ce que veut dire mener des entretiens sur un passé aussi lointain, réaliser des observations ethnographiques, exploiter des archives d'administration publique. Et en tout, j'ai retrouvé une 50aine d'anciens enfants passés par les bidonvilles de Nanterre et de Champigny-sur-Marne, deux villes de la périphérie parisienne. Et pendant 5 ans, je les ai interviewés, accompagnés à diverses occasions, notamment de commémoration. J'ai aussi collecté des archives médiatiques et institutionnelles et réalisé quelques traitements statistiques. Donc je crois beaucoup au bricolage en matière d'enquête. C'est parce qu'il y a eu des blocages à certains moments, que j'ai beaucoup de mal à avancer, que je me suis mise à utiliser toutes ces méthodes, qui ont été en fin de compte très complémentaires, et m'ont aidé à dépeindre ces lieux disparus. Il y avait dans les années 60 255 bidonvilles sur le territoire métropolitain pour plus de 60 000 habitants et habitantes d'origine immigrée dans l'immense majorité des cas. C'est énorme. Comment expliquer ce phénomène ? On est à l'époque en pleine période qualifiée, en partie, et j'espère que vous serez d'accord de façon impropre, de 30 glorieuses, soit un moment de très forte croissance économique à laquelle contribuent considérablement les travailleurs immigrés et leurs familles. Le besoin de main-d'œuvre est très fort, à tel point que les employeurs recrutent directement dans les pays d'origine, mais rien n'est prévu pour le logement à l'arrivée. Les bidonvilles naissent ainsi à proximité des bassins d'emploi, dans des espaces laissés vacants, notamment par les grands projets d'aménagement urbain de l'époque, et à proximité, évidemment, des premières personnes qui se sont déjà installées, comme c'est le cas des Algériens à Nanterre. Quels sont les souvenirs de ces lieux de vie ? Le premier aspect qui ressort est celui de la précarité de l'habitat et des conditions de vie. Autoconstruites, les baraques sont faites de matériaux hétéroclites qui ne protègent qu'imparfaitement leurs habitants des intempéries. Les hivers de l'époque sont particulièrement rigoureux et il faut se protéger aussi bien de la neige que des risques d'intoxication et d'incendie dus aux poêles qui réchauffent les baraques. Les odeurs, mais aussi la boue, marquent les corps et les esprits. Et les témoignages des enfants sont à cet égard poignants, comme celui de Nasser Ben Salem. C'est tout juste si tu regardes pas si tes vêtements sentent pas. Parce que c'est pas rien d'habiter les bidonvilles. Quand tu vas à l'époque et que tes vêtements sentent la fumée, parce que c'est l'hiver et que le poêle à charbon, il a fonctionné toute la nuit, c'est pas... Et les parents, la mère, elle a beau faire ce qu'elle peut, ça change rien. Il y a des tas de trucs comme ça, il y a des odeurs particulières, il y a des tas de choses qui trahissent une situation que t'arrives pas à gérer. Quand t'es gamin, moi je trouve que t'as pas la force d'assumer, de donner des raisons, d'avoir des arguments, de dire « oui, je suis là parce que la situation est comme ça ». Et en fait, l'échange avec le monde extérieur, c'est plus difficile de communiquer. Grandir en bidonville, c'est ainsi être exposé de façon récurrente à de nombreuses frontières, matérielles et symboliques. En sociologie, et là Camille vous en a beaucoup mieux parlé que moi, on utilise le concept de socialisation pour analyser la façon dont les individus sont formés, forgés par de telles expériences répétées. En l'occurrence,
l'origine résidentielle est incorporée par ces marques de l'habitat et elle devient un stigmate lorsque les enfants sont confrontés au regard extérieur, en particulier à l'école. Car, et c'est vraiment un point important, tous les enfants de l'époque sont scolarisés et c'est une forte différence par rapport à aujourd'hui. Pour les enfants les plus jeunes, c'est d'ailleurs à ce moment-là que s'opère la prise de conscience relative aux conditions de vie et qu'on raconte le passage d'un univers de jeu et de solidarité familiale relativement innocent à une réalité plus durement ressentie. Mais cette frontière urbaine se double aussi d'une frontière raciale. Avoir des parents immigrés expose les enfants à des brimades racistes et à des discriminations de la part des institutions. C'est exacerbé pendant la période de la guerre d'indépendance de l'Algérie de 1954 à 1962. Les sœurs Aradaf se souviennent par exemple des descentes de police dans les bidonvilles de Nanterre où était implanté le Front de libération nationale algérien. On était impressionnés, on tremblait. À chaque enfant qui passait, les policiers le fouillaient. Mais c'était tous les jours, on en avait marre, on avait peur, je sais pas, mais c'était tous les jours, la police dans la rue des Pâquerettes, tous les jours, qu'est-ce qu'on entend? Ah, la police, ils ont amené ça, la police, ils ont embarqué la personne là-bas, ah, la police, ils ont fouillé, ah, la police, ils ont tué la personne, ah, ils lui ont donné un coup de matraque. Ces différences entre habitants et habitantes sont encore plus importantes lorsque l'on compare les expériences et les trajectoires des enfants des bidonvilles algériens et portugais. Les seconds ont été assez largement invisibilisés, à l'époque comme aujourd'hui, quand les premiers ont été ciblés, surveillés, réprimés, traités à part dans différentes politiques publiques. C'est le cas en fait avant même l'arrivée de ces familles en France, puisqu'on a de nombreux travaux historiques qui analysent les préjugés racistes des hauts fonctionnaires en charge des politiques migratoires. Pour contrer la venue de familles algériennes en France, il s'agit de favoriser l'immigration portugaise, je cite la dernière d'origine européenne, en fait donc blanche. C'est dit très explicitement dans les archives, et alors même que, comme le montre l'historien Victor Pereira, les pouvoirs publics ne savent pas grand-chose du Portugal de l'époque. Ces préjugés racistes se retrouvent lorsqu'il s'agit de faire face au phénomène des bidonvilles. Alors que ceux de Nanterre, où sont majoritaires les Algériens, sont quadrillés par la police et surveillés de près, avec interdiction de construire ou d'améliorer de nouvelles baraques pendant la guerre d'Algérie, les bidonvilles de Champigny se développent dans l'indifférence quasi générale. Après tout, comme l'écrivent des fonctionnaires de la préfecture de l'époque, il ne s'agit que d'un village portugais, sans rien de commun avec les agglomérations nord-africaines très sales. Cet écart de traitement a des conséquences immédiates sur la forme prise par les bidonvilles. Il en a également sur la façon dont ces derniers sont résorbés, c'est-à-dire détruits avec des solutions de relogement des habitants qui varient, mais qui ont relativement aujourd'hui le mérite quand même d'exister. Pour les Algériens et Algériennes de Nanterre, ce seront des cités de transit, comme celles que vous voyez en bas sur la photo aérienne. Ce sont donc des bâtiments prévus pour un relogement provisoire et à finalité socio-éducative, puisque, donc toujours selon les préjugés de l'époque, il fallait apprendre à ces familles inadaptées à habiter. Ces cités n'auront en fait rien de transitoire et dureront pour certaines jusqu'au milieu des années 80. Elles se sont ensuite considérablement dégradées et les conditions de vie s'y sont faites toujours plus dures. Donc c'est l'époque où les anciens enfants des bidonvilles racontent comment la drogue et la délinquance sont littéralement entrées dans les cités de transit et ont fauché une génération de jeunes hommes. Les familles demandent un relogement en logement social qui n'arrive pas, car aucun gestionnaire ne veut des Algériens, ou en tout cas pas au-delà d'un certain seuil. Les bidonvilles de Champigny connaissent une fin bien différente. À ces travailleurs perçus comme dociles et dévoués, il s'agit de proposer des places en foyer ou même directement en logement social. Surprise des agents de terrain, beaucoup d'habitants et d'habitantes refusent en fait de quitter le bidonville de Champigny, et c'est par la force qu'ils sont chassés et que leurs baraques sont détruites pour éviter qu'ils s'y réinstallent. On voit alors changer la perception des Portugais, qui deviennent dans les comptes rendus d'expulsion des montagnards, frustres, avides et appâtés par le gain. Pour beaucoup, ces habitants se relogent par leurs propres moyens dans d'autres bidonvilles du sud-est parisien ou dans des pavillons rénovés ou autoconstruits à plusieurs familles. Quelles sont, une fois les bidonvilles détruits, les trajectoires des enfants qui y ont grandi ? Le livre propose de se plonger dans 3 portraits qui racontent, chacun à leur manière, comment se sont construits les parcours. Hakim Khelif, Lamia Kasmi et Francis Neto ont aujourd'hui des positions sociales et résidentielles bien différentes. Hakim est un ouvrier qualifié dans un logement social de la banlieue ouest. Lamia est une cadre supérieure vivant à Paris. Francis, un ouvrier multipropriétaire en France et au Portugal. Donc je ne vais pas revenir sur chacun de ces portraits, mais je vais plutôt souligner 2 éléments transversaux importants à prendre en compte pour comprendre la diversité des socialisations au sein des bidonvilles et donc des trajectoires. La première chose est que, en dépit d'une très forte homogénéité, tous les bidonvilles ne se ressemblent pas et ils ne sont pas habités par les mêmes personnes. Pour le dire autrement, il y a des micro-différences entre les familles et ces différences ont beaucoup joué dans le devenir des enfants.
Les parents de Lamia avaient par exemple un peu plus de ressources que les autres. Son père était un petit commerçant de Casablanca, parti en France contre l'avis de sa famille. Pour lui, raconte Lamia, il fallait donc que les enfants deviennent tous avocats ou médecins, pour prouver à sa famille qu'il avait eu raison de venir en France. Au bidonville de la Folie à Nanterre, alors là c'est un petit détail assez significatif, la famille disposait d'un hammam. Sachant lire et écrire, son père suivait aussi de près les trajectoires scolaires et encourageait ses enfants à sortir le plus possible des bidonvilles, par exemple en organisant des pique-niques à la Tour Eiffel, parce que c'était ça, la vraie France. Le cas de Lamia, qui est allé jusqu'au master à l'université, contraste avec celui de Francis Netto, titulaire d'un certificat d'études techniques, qui décrit ainsi le rapport à l'école de ses parents. Qu'on sache bien parler français, qu'on sache lire et écrire et qu'on ait un bon métier. Il ne voulait pas qu'on soit docteur ou avocat. Lamia se différenciait aussi beaucoup d'Hakim, dont les parents, plus pauvres, avaient aussi beaucoup moins de ressources. Le père d'Hakim a été également frappé d'invalidité précocement et Hakim a commencé très jeune à travailler pour soutenir la famille. L'un de ses frères est décédé d'une overdose, l'autre a été expulsé dans les années 80. Quand tu vois d'où on vient, faut pas t'attendre à voir des ingénieurs ou des mathématiciens. Quand on sort de là, il conclut amer dans l'entretien. Mais ces petites ressources économiques, culturelles et sociales de la famille de Lamia auraient pu rester lettre morte s'il n'y avait pas eu la rencontre avec, et ça c'est le deuxième élément, des personnes extérieures au bidonville que les enfants dépeignent comme des aidants. Issus des mondes militants, mais aussi de mouvements caritatifs catholiques, de l'université de Nanterre voisine, comme des villes riches, qui sont dans les Hauts-de-Seine, ces personnes sont venues accompagner certains enfants des bidonvilles dans leur scolarité et leur insertion professionnelle, les aider à surpasser des barrières, et le racisme au premier plan, qui auraient peut-être été autrement infranchissables. Ces aidants ont été particulièrement nombreux à Nanterre, dont la situation avait été en fait rendue très visible pendant la guerre d'Algérie, tandis que très peu d'anciens enfants des bidonvilles m'en parlent à Champigny. Alors, quelque part, ça nous montre que des actions de solidarité très localisées, de terrain, ont bien des effets sur le long terme, et que si ça ne suffit pas à enrayer la reproduction des inégalités, ça permet de la rendre moins mécanique et inéluctable. Et la dernière question sur laquelle ce livre apporte une réponse concerne les enjeux mémoriels de cette histoire. Pourquoi, après tout, en reparler aujourd'hui ? Outre le fait que je crois à l'importance d'un regard réflexif sur le passé pour orienter nos engagements présents, il s'agit d'un enjeu important pour de nombreux anciens enfants des bidonvilles et cités de transit. Lorsque j'ai commencé l'enquête, j'ai été frappée du silence qui entourait cette histoire, alors qu'il s'agissait d'une page majeure de l'histoire urbaine. Ce silence est ressenti de façon ambivalente par les personnes que j'ai rencontrées. Il y a d'un côté la honte, toujours forte, des décennies plus tard, de raconter dans quelles conditions on a vécu, mais il y a aussi la volonté d'être reconnu comme nantérien, campinois, sinon français à part entière. C'est dans cette optique, inscrire les bidonvilles dans l'histoire des villes, que se sont mobilisées des personnes sur mes 2 terrains au moment où je fais ma thèse. Mais cette mémoire se fait vivante à bien d'autres moments, en famille ou avec des proches, au marché ou sur un blog, et dans des collectifs qui continuent à se mobiliser contre les inégalités contemporaines. Et c'est le cas d'Hakim dont je parlais tout à l'heure, et à qui je voudrais laisser le mot de la fin sur ce sujet. En 1975, Hakim a 12 ans, et Alain Ketib, un habitant de la cité des Potagers de Nanterre, meurt sous les coups à la prison de Fleury-Mérogis. Ça a été le premier choc dans ma tête, la première injustice dans ma tête. Ils l'ont tué pour un rien. Il n'en fallait pas beaucoup pour nous énerver. On prenait des pierres dans une manifestation et les jetait sur les CRS. Pour Hakim, cette première manifestation équivaut à un autre mai 68, tant elle a été forte pour lui. Et ce n'a été que le début. Je découvre au fil de l'entretien qu'Hakim s'est toujours beaucoup investi dans de nombreuses luttes. Donc je lui demande s'il a été à une manifestation à Nanterre. J'y vais, moi. C'est dans ma nature. J'aime pas l'injustice. Je suis né dans l'injustice. Moi, depuis que je suis tout petit, comme je t'expliquais tout à l'heure par rapport à mon papa, quand je vois un truc qui va pas, ça me plaît pas, quoi. J'y vais. C'est plus fort que moi. Je peux pas. Si je peux pas, bon, si je peux y aller, j'y vais. Je ferai tout pour y aller. Je suis devenu manifestant par rapport à ça. Quand t'as rien dans ta vie, tout va bien, tant mieux pour ceux à qui ça arrive. Mais bon, ça n'a pas été mon cas. Moi, dès que je vois un truc qui tourne pas rond, même si ça me regarde pas, j'y vais quand même. Là, je lui demande, et tu fais ça aussi au travail ou c'est... J'étais déléguée. C'est pas par hasard, tu vois, je suis syndiquée, c'est inné en moi ça, et je suis sans pitié. Sans pitié avec le directeur. 52 ans, ça va pas encore continuer. Quand je vois des trucs qui vont pas bien, non, je suis pas d'accord. Et là, je le dis 1 fois, 2 fois, mais si je le dis pas 3 fois. Et là, je deviens dur. Quand je dis dur, j'appelle le syndicat, et s'il faut faire des grèves, on fera des grèves. On en a fait 3, nous. Je travaille dans la même boîte. Je supporte pas l'injustice, Margot. Bah ouais, j'oublie pas d'où je viens, Margot. Il faut pas oublier. On n'a pas le droit d'oublier d'où on vient. Interdit. Donc, je voudrais conclure en indiquant que ce livre a bénéficié du soutien de plusieurs institutions, en particulier mon laboratoire, le Centre Nantais de Sociologie, et l'institution à laquelle j'appartiens, le CNRS.
Dans un moment où la recherche publique et les sciences sociales subissent des attaques variées, mais régulières et inquiétantes, c'est important pour moi de souligner tout ce que ce travail d'enquête, d'écriture et de réécriture doit à de bonnes conditions professionnelles. Et je voulais aussi vous remercier très sincèrement parce que ça a été un projet de longue haleine. J'ai mis plusieurs années à comprendre ce que je voulais écrire, à trouver une maison d'édition qui croit au livre. Et au fil des très nombreux synopsis que j'ai rédigés pour convaincre un éditeur, je me suis rendu compte que je voulais vraiment rendre accessibles les résultats de cette recherche, faire sortir la sociologie de l'université et m'adresser à un public plus large, curieux des sciences sociales, à des militants, des associations et à des étudiants de travail social, parce que vous étiez dans tous mes synopsis. Donc c'est un joli cadeau que vous m'avez fait de montrer que le pari avait été tenu et que l'histoire des bidonvilles continuerait à faire réfléchir celles et ceux qui ont à cœur de s'engager contre l'ordre inégalitaire des choses. Merci beaucoup. Merci pour vos propos. C'est juste, on vous suit en fait dans ce livre. Moi, je l'ai lu et là, je vous entends maintenant. Et effectivement, de vivre les choses en même temps que les personnes en fait, qui racontent leur histoire et d'avoir toute la recherche derrière et toutes les références en fait que vous faites sociologiques, pour moi qui suis formatrice ici, je me dis en termes d'articulation théorie-pratique, donc on ne sait pas toujours ce que ça veut dire et en quoi ça va venir nous éclairer. Il y a vraiment des choses qui sont du côté du sensible et du côté du savoir et de la recherche et c'est vraiment très agréable à lire quoi, en fait. Donc moi j'encouragerais vraiment effectivement les étudiants à lire. Alors peut-être pas tout, mais des fois on commence et puis on va jusqu'au bout, on ne savait pas. Mais pour le coup, c'est vraiment très intéressant, quoi, en fait. Et cette histoire d'enjeu mémoriel, en fait, pour voir comment quelque chose dans les années 60-70 peut être toujours d'actualité, en fait. Et est-ce que vous avez des contacts actuellement avec les associations ou des personnes qui sont dans les bidonvilles de la métropole nantaise ? Déjà, merci beaucoup pour ce retour. On écrit toujours toute seule dans un coin, donc c'est hyper agréable de rencontrer des lecteurs et des lectrices. J'ai pas de contact avec des associations, mais j'espère dans les prochains mois pouvoir visiter Enfin, il se trouve que j'ai rencontré le vice-président de Nantes Métropole en charge des bidonvilles, et donc il m'a proposé de venir visiter des bidonvilles. Et voilà, moi, j'ai pas du tout enquêté sur ces bidonvilles contemporains, mais évidemment... si c'est possible, j'espère avoir l'occasion d'échanger pour mettre en miroir ces deux histoires et voir qu'est-ce qu'on peut tirer aussi comme leçon des expériences passées, même si les contextes sont très différents. Merci. D'abord, je voulais vous remercier énormément pour votre travail. J'ai eu beaucoup de résonance par rapport aux histoires de ces bidonvilles-là, qui m'ont fait penser justement aux bidonvilles qui existent à Mayotte. Il me semble que vous avez fait une petite référence au début du livre. Concernant tout ce qui était la différence des parcours, que ce soit les filles et les garçons, par rapport à la vie domestique, par rapport à la représentation de la masculinité. Et également... par rapport aux droits, le fait qu'ils n'ont pas forcément les mêmes droits et la difficulté que c'est de ne pas avoir de logement, en fait, un lieu, comment vous avez appelé ça ? Un logement de droit commun. Voilà, et tout ce qui s'ensuit par rapport à ça, moi, j'ai beaucoup aimé le fait que, justement, ce sont les acteurs extérieurs, des ressources extérieures qui ont permis cette évolution-là. Mais est-ce que... vous pourriez plus développer sur les ressources internes, parce qu'il y a aussi Bien sûr. qui est interne dans les bidonvilles. Merci. Merci. Sur les ressources internes, effectivement, alors c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'en fait, ces bidonvilles sont aussi structurés par des très forts liens, notamment de solidarité. En fait, on a des architectes qui ont enquêté dans un bidonville de Nanterre à l'époque et qui, baraque après baraque, se sont intéressés à qui vit
et pourquoi les gens s'installent à un endroit plutôt qu'à un autre. Et ce qui montrent ces architectes, c'est que en fait, on retrouve une logique de structuration quasiment à l'échelle de la rue et quasiment à l'échelle du voisinage, où ce sont des personnes qui se connaissent avant le départ. Donc c'est tel village, par exemple, d'une région en particulier, en Maroc ou en Algérie, qui se retrouvent voisins. Donc ces liens de connaissance-là, ils sont au fondement de relations de solidarité, enfin pas que ces liens-là, mais ça les nourrit. Et ce sont des liens qui passent du bidonville à la cité de transit. Au début, le relogement de cité de transit, il est bien vécu, parce que c'est neuf, parce que ça change beaucoup de la baraque. Donc les familles, même s'il y a ce regard-là un peu stigmatisant sur elles, où on pensait qu'il fallait leur apprendre à habiter, à appuyer sur un interrupteur, à ouvrir un robinet d'eau, etc., donc ce qui était quand même assez humiliant pour un certain nombre de parents. Donc au début ça va bien, mais c'est effectivement quand la cité de transit change que les mobilisations internes au groupe se font vraiment vivaces, notamment parce que les enfants nés ou grandis dans les bidonvilles en fait sont devenus de jeunes adultes ou des adolescents déjà. Ils sont plus tout petits quoi. Donc ce sont en partie ce groupe-là des anciens enfants jeunes adultes qui se mobilisent beaucoup avec des comités pour demander le relogement et par exemple la cité Gutenberg, qui était une des cités les plus connues de Nanterre aussi parce qu'un jeune habitant de l'époque, Abden Begemia, est assassiné dans les années 80. Donc ça fait partie de la série de crimes racistes qui se produit à cette époque-là. Et autour de la volonté d'obtenir justice pour Abdenbi, il y a tout un comité qui se remobilise et qui obtient le relogement des parents en logement social, donc de droit commun. Mais effectivement, c'est aussi quelque chose... Donc il y a eu ces aidants extérieurs, mais il y a eu aussi une forte pression de l'intérieur pour obtenir un logement standard, quoi. Parce que dans les cités de transit, il y avait des appartements qui n'avaient pas de salle de bain, c'était des préfabriqués, donc c'était pas du tout... Au bout de 10-15 ans, évidemment, ça s'est bidonvillisé fortement. Oui, c'était une question par rapport à Mayotte. Est-ce que vous connaissez des scientifiques qui travaillent sur ce thème et comment on peut envisager le relogement des gens juste après ce qui s'est passé là? Ouais, alors effectivement, dans le livre, je parle de Mayotte aussi pour rappeler que la France n'est pas que la France métropolitaine et que l'illusion qu'on a parfois en regardant les chiffres de l'habitat précaire en fait ne concerne pas un certain nombre de territoires, au premier rang Mayotte. Et puis évidemment en décembre, la tempête a rendu cette question encore plus dramatique et au premier plan. Donc je sais qu'il y a une équipe de sociologues qui est partie travailler à Mayotte, une équipe en partie à Rouen. Ouais. Et sur le relogement, je sais pas, vraiment c'est une situation que je connais pas du tout. On a l'impression que c'est tellement énorme et puis il y a aussi un tel manque de moyens et parfois je le dis mais disons que dans les années 60 et 70, la scolarisation pour tous, quand même des formes de relogement. Alors certes, la cité de transit sur laquelle on peut faire beaucoup de critiques, mais c'était une politique publique d'ampleur nationale. J'ai pas l'impression qu'on est face à un effort similaire, même en termes de moyens aujourd'hui. Donc c'est très très compliqué d'imaginer des solutions sans moyens et sans volonté politique ambitieuse, quoi. Ça marche? Marche, hein? Oui. D'accord. Merci tout d'abord pour votre travail et puis pour votre présentation. Alors, j'ai pas lu votre livre, mais je vais le lire. Merci. Mais je voulais faire plutôt, partager quelque chose. Votre livre m'a fait penser au livre de Colette Pétonnet, On est tous dans le brouillard, que j'ai lu quand j'étais en formation et jeune assistante sociale, en fait, et que j'avais adoré ce livre. Et à l'époque, je m'étais dit, c'est vraiment le livre qui m'a permis de comprendre ce qu'était comprendre.
en fait, comprendre les familles. Et il m'a vraiment formée comme assistante sociale. Et à l'époque, je me demandais, en fait, mais comment ça se fait, enfin, cette connaissance des familles, du terrain. C'était une ethnologue qui la proposait, en fait. Et ça m'avait interrogée comme travailleur social en me disant, mais en fait, j'avais trouvé aucun livre avec cette finesse. Et ce que vous avez dit me rappelle vraiment ce livre. Voilà, je voulais le partager. Surtout pour dire aussi ici à tous les étudiants travailleurs sociaux que la compréhension, c'est un vrai travail de terrain et dans toute sa dimension, de la socialisation. Et ça permet de sortir aussi vraiment des préjugés, des représentations. Et voilà. Voilà, donc merci à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je suis aussi très émue parce que Colette Pétonnet, en fait, c'est elle qui m'a donné envie de travailler sur ce sujet. Moi, j'ai découvert la sociologie assez tardivement. J'ai lu beaucoup de sociologie urbaine tout de suite parce que ça m'a intéressé, les villes. Enfin, je trouvais ça fascinant. Je continue à trouver ça fascinant comme objet. Et donc, un peu par hasard, je tombe sur ce livre, On est tous dans le brouillard, qui est un très beau livre, très sensible. Enfin, une écriture incroyable. Elle est aux côtés des familles. Elle parle des tapis qui sont déplacés. Enfin, elle a des choses vraiment très, très visuelles et magnifiques. Et puis, elle a cette phrase dont je ne sais pas si vous vous souvenez, elle parle d'une brisure qui se transmettrait à propos des enfants. En disant que c'était un tel traumatisme, l'expulsion, qu'il y aurait sans doute une brisure qui se transmettrait génération après génération. Et disons que la curiosité, qui, comme la compréhension, je pense, est un peu au fondement, en tout cas moi, de ma pratique sociologique, c'est de se dire finalement, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces enfants des décennies plus tard, et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette histoire très largement invisibilisée en dépit de son importance dans les années, au moment où Colette Pétonnet réalise cette enquête. Donc merci pour ce joli souvenir. Alors moi j'avais 2 questions. La première, c'était pendant vos recherches, est-ce que vous avez pu développer l'envie de voir aussi le point de vue de ceux qui recrutent, de ceux qui donnent accès au logement? Par exemple, on a pu avoir des exemples aussi, même personnellement, de témoignages de personnes qui recrutent, qui disent, de personnes recrutées qui disent que ils estiment qu'ils ont eu le poste parce que moi aussi je suis breton, ou par reconnaissance en fait. Du coup, est-ce que ça s'est développé, cette envie-là d'étudier l'autre point de vue qui n'est pas forcément d'une démarche péjorative ou d'envie de nuire ou voilà, mais est-ce que oui. Voilà. C'est rigolo parce que ça a été un peu j'ai adoré faire cette enquête. Vraiment, c'était des super rencontres et une histoire qui m'a passionnée. Mais à la fin, j'avais un peu envie d'aller voir de l'autre côté de la chaîne des inégalités sociales. Je ne sais pas si ça correspond à votre question, mais comment elles sont produites. Et donc aujourd'hui, je travaille sur le fonctionnement de certains marchés immobiliers, donc beaucoup plus en fait sur des propriétaires, sur des pratiques locatives. Et je m'intéresse à la façon dont... les questions d'inégalité urbaine et de logement, c'est pas seulement du point de vue de ceux qui les subissent, c'est aussi du point de vue de ceux qui les produisent. Donc, tout à fait. Et ma deuxième question. Vous avez parlé de blocage lors des recherches. Est-ce que vous pourriez plus développer du coup ces blocages-là que vous avez pu rencontrer? Ça, c'est un truc qu'on... Voilà, je voudrais pas en faire des tartines parce que c'est normal en fait. Dans toutes les enquêtes, il y a des moments où c'est un peu difficile. Moi, il y avait un peu des obstacles. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'annuaire des anciens enfants des bidonvilles, ça aurait été trop simple. Avec une petite liste, j'appelle et ça marche. Donc, il a fallu retrouver ces personnes et les convaincre. Déjà, voir si elles avaient envie de me parler de cette histoire, ce qui n'était pas nécessairement évident. Et puis ensuite, les convaincre de me faire suffisamment confiance pour avancer. À Champigny, en particulier, ça a été un peu difficile. En partie parce qu'il y a cette histoire un peu d'invisibilisation, de gens qui ont été laissés à l'écart. Autant à Nanterre, ça a été vraiment... c'était une histoire super prégnante dans la ville, tout le monde m'en parlait. Autant à Champigny, j'ai vraiment mis du temps à trouver des enquêtés, et à trouver des enquêtés pour qui... les gens au début me disaient mais non, mais moi j'habitais là dans ce quartier, mais c'était pas un bidonville. Donc je regardais les adresses, je regardais les archives, je regardais les photos, je dis mais en fait si. L'idée c'est pas de dire mais pourquoi les gens m'ont dit ça, est-ce qu'ils m'ont menti, etc. C'était vraiment de comprendre pourquoi il y a ces expériences très différentes. Et là, il y a vraiment un truc de comment l'action publique a construit des espaces vraiment, mais même physiquement, en fait. Les bidonvilles de Champigny étaient
beaucoup plus en dur, en parpaing que les bidonvilles de Nanterre que vous avez vus sur les photos où c'était largement des planches. Mais alors là, je lève le suspense tout de suite, pas parce que les Portugais naissent avec une truelle dans la main. Hein. Voilà, parce qu'on les a laissés tranquilles. Il y avait aussi des Algériens sur les chantiers, donc parce qu'il y a eu ce truc de laisser tranquille. Alors je sais pas si laisser tranquille c'est le terme adapté, mais en tout cas il n'y a pas eu cette répression et cette interdiction de construire et d'améliorer la baraque qu'il y avait à Nanterre. Donc c'est parce qu'il y avait ces petites difficultés-là à Champigny que je me suis mis à beaucoup aller dans les archives, à vraiment exploiter un peu d'autres matériaux, à faire plus d'observations dans un premier temps pour comprendre un peu comment ça marchait avant de retourner sur les entretiens. Donc c'était ça les petits blocages. Alors c'est pas une question, c'est aussi des observations. Je pense que, j'ai trouvé vraiment votre intervention très intéressante puisque vous touchez à des sujets qu'on rencontre finalement dans les politiques publiques qu'on essaye de mettre en place, notamment l'accès au logement, la scolarisation, la mixité sociale aussi, quand on parle de cité. Donc tous ces enjeux-là en fait sont discutés de manière très régulière dans les instances auxquels je peux participer. Je pense qu'il faut dire aussi aux jeunes étudiants qui sont demain de futurs travailleurs sociaux et qui vont être amenés à accompagner des personnes fragiles dans toutes les composantes de l'accompagnement social et je pourrais peut-être parler plus particulièrement de l'accès à l'hébergement et au logement. C'est vrai qu'on peut avoir aujourd'hui des ménages qu'on accompagne et pour qui la solution est difficile à trouver parce que faute de logements suffisants sur la métropole nantaise, on a un déficit important en termes de logement et donc si on voulait faire accéder toutes les personnes qui sont aujourd'hui en bidonville dans un logement dans la métropole nantaise, il faudrait pouvoir trouver des solutions et ça viendrait impacter d'autres politiques publiques d'urbanisation, sur la création des espaces verts. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui sont en jeu. Et puis on aura aussi, je pense que les futurs travailleurs sociaux seront aussi confrontés à des ménages qui refuseront parfois certaines propositions de logement, alors parfois de manière justifiée parce que ils ont un emploi qui est juste à côté et pas éloigné, trop éloigné du logement qu'on leur propose, parce que ils ont des enfants qui sont scolarisés dans l'école, que la scolarisation a pu être difficile au moment où elle s'est mise en place et que désormais tout va bien et qu'ils n'ont pas envie de ce projet de mobilité géographique, même si c'est pour accéder à un logement, parce que leur enfant il est bien là où il est. Donc tous ces enjeux-là, on est sur des situations parfois individuelles, du cas par cas, et qui sont difficiles à traiter. Donc merci beaucoup parce que ça met vraiment en lumière tous ces enjeux qui sont nos préoccupations bien naturellement. Merci beaucoup pour ce témoignage et oui effectivement, alors encore une fois je ne connais pas les bidonvilles contemporains mais à l'époque, en tout cas pour ceux de l'époque, le rôle de l'enracinement et des solidarités locales en fait c'est énorme. C'est pas pour dire qu'il faut laisser, comme ça a été le cas, les bidonvilles exister pendant 20 ans, du tout. Parce que ça a été le cas, en fait. C'était des bidonvilles qui ont une forte longévité. Et donc, ce qui a permis que les familles s'enracinent, créent beaucoup de liens avec les villes, que ce soit Nanterre ou Champigny, et que les enfants y puissent beaucoup de ressources pour leur trajectoire ensuite de vie. Donc, c'est pas du tout pour dire qu'il faut laisser les bidonvilles comme ça, mais c'est juste pour souligner le poids de ces ressources-là qui, comme vous le soulignez, parfois nous nourrissent des choix que, de très loin, on pourrait trouvé absurde ou irrationnel et qui en fait quand on regarde de plus près la trajectoire des personnes et se comprend et le départ de la cité de transit pour les familles de Nanterre c'est fait pour beaucoup hors de la ville et là ça a été un déchirement des familles qui ont raconté comment elles sont passées des journées enfermées dans l'appartement parce qu'elles n'avaient plus de repères parce qu'elles avaient perdu tous leurs repères et pas seulement des familles autour d'elles aussi avec la ville avec tout un tissu en fait d'action et voilà, votre profession a beaucoup de sens aussi pour ça. C'est qu'en fait, c'est ce tissu local-là qui permet d'accéder à une vie meilleure, ou en tout cas à des conditions de vie, de créer des liens et de faire en sorte que ce ne soient pas des lieux complètement isolés, quoi. Et le fait d'avoir Nanterre et Champigny, où c'était deux configurations très différentes, malgré tout, alors que les Algériens étaient plus stigmatisés, discriminés, etc., en fait, ils s'en sont mieux sortis, quoi. Parce qu'il y avait aussi cette solidarité-là, il y avait ce travail très fin à l'échelle locale d'accompagnement des familles. Merci. Il va être l'heure d'écouter Bénédicte Bonzi.
prix de l'écrit social et pour son ouvrage La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires. On pourra également échanger à la suite de son intervention. Merci Bénédicte, on vous laisse vous installer. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup pour ce prix. Merci au jury. En fait, c'est très touchant pour moi de recevoir le prix de l'écrit social parce que ma formation initiale, c'est éducatrice spécialisée. Et que... Et que du coup, en recevant ce prix, j'ai l'impression que l'anthropologie ne m'a pas trop déformée et d'avoir réussi à conjuguer deux champs disciplinaires qui m'inspirent et dans lesquels j'ai envie d'amener autant pour l'un que pour l'autre de la possibilité d'ouverture, de transdisciplinarité pour faire advenir ce qui normalement nous motive quand on s'engage dans un métier un peu passion. Il faut ça quand on devient travailleur social, qui est le droit et la justice. Donc pour vous embarquer avec moi dans une maraude, donc ces distributions de repas chauds la nuit, je vais commencer par vous lire un morceau de l'introduction du livre. C'est l'histoire de Polo. Vous la connaissez ? Mardi 17 janvier 2017, 20h30, le camion de la maraude des Restos du Cœur effectue son premier gros arrêt. Des enfants jouent pendant que leur mère discute en polonais. À quelques mètres, des hommes de toute origine boivent et fument. Au milieu de cette place, une femme, vêtue comme une petite fille, attend toute droite, l'air inquiet. Tandis qu'un ancien magistrat, brisé par la perte brutale de son fils, circule avec un caddie de supermarché chargé de pain qu'il vient de récupérer à la boulangerie pour lui et les autres. Plus loin, deux frères chômeurs de l'industrie automobile sont là, le regard effacé. Aux côtés de toutes ces personnes que nous reconnaissons, nous, les bénévoles habillés de nos gilets jaunes. Pour ne pas perturber trop longtemps l'espace public et pour que les personnes n'attendent pas plus longtemps dans le froid, nous allons vite. Face à nous s'organise une file d'attente, une file installée dans des dispositifs d'urgence qui durent. Sur cet arrêt, la moitié des personnes sont logées en hôtel social et n'ont les moyens ni de s'acheter à manger, ni de cuisiner. Après un repas vite englouti, c'est l'attroupement à la porte du camion. Ces personnes demandent du lait, des céréales, du papier toilette, des chaufferettes. Il faut jongler, privilégier les familles avec enfants pour le lait et les céréales et cacher du papier toilette pour en avoir encore pour les autres arrêts. Il est plus de 21h quand nous repartons. Dans une maraude, dès le premier arrêt, le tempo est lancé. Il faut bricoler, s'adapter pour essayer de satisfaire le mieux possible ou le moins mal. Une fois remontés dans le camion, nous nous préparons pour le prochain arrêt. J'ignore alors que je vais vivre un moment marquant. Je ne sais pas que dans quelques minutes, mon estomac va se nouer d'angoisse et rester ainsi plusieurs jours durant. Je sais simplement que je vais à la rencontre de Polo. Comme indiqué sur notre fiche de route, je lui téléphone pour lui annoncer notre passage imminent. Il ne répond pas. J'appelle plusieurs fois et je laisse un message. Alors que nous arrivons à proximité du lieu habituel, un abribus, je sors du camion et le cherche. Personne. Alors que je renonce, mon téléphone sonne. Il est bien là, sur cette place, mais je ne l'ai pas vu car il se cache. Il pense être la cible de harcèlement téléphonique. Il me raconte son angoisse, ses stratégies pour y faire face, sa solitude aussi. Gueule cassée, visage crispé, vêtements grisâtres et cabas pleins de sacs plastiques. Épuisé et apeuré, Polo explique avec force argument les rejets qu'il subit d'une institution à l'autre. Il a froid et mal à un bras qu'il tient en écharpe. Il sort de l'hôpital. Je touche sa main enflée, elle est très chaude, ce qui m'inquiète, mais pas lui. J'essaie de savoir ce qui s'est passé. Il me répond avec détachement, voire une certaine fierté. Une fracture, une broche, ça faisait trop mal, j'ai retiré la broche moi-même. Faut-il le croire ? J'imagine cette opération, l'alcool aidant, la solitude de la rue,
la douleur terrible. Je frémis. La distance avec laquelle il nous parle de cette inquiétante blessure physique contraste avec la douleur avec laquelle il nous a dépeint son isolement, cette impossibilité d'être quelque part. Nous lui demandons s'il a faim. Il dit oui, mais il dit surtout qu'il a besoin de dormir au chaud, il n'en peut plus et il insiste. Je téléphone au 115, mais il n'y a pas de place. C'est à mon tour d'insister. Ce monsieur sort de l'hôpital, nous sommes en alerte grand froid. Il n'y a vraiment aucune possibilité ? L'écoutante est assez confuse. Quelqu'un n'aurait pas donné l'ordre de déplier les lits. Je regarde Polo et je m'applique à ne pas montrer ma colère, mon incompréhension. Je peine à trouver les mots. Il a compris. Alors il me dit « Ok, serre-moi une grande bouteille de café, je vais marcher toute la nuit pour pas crever. » Ces paroles nous glacent, mon collègue et moi. Je m'exécute, je mets beaucoup de sucre comme si ça pouvait compenser. Mon collègue lui donne un deuxième sac dessert. Nous comblons le vide en essayant de faire plus quand nous avons juste le sentiment de ne pas faire ce qu'il faut. Nous poursuivons notre maraude, la peur au ventre. Qui serait responsable si Polo était retrouvé mort demain ? L'objectif de ce livre, il était double, il était multiple, mais il était de permettre de mettre en visibilité ce que l'on pense tous connaître à travers les Restos du Cœur, parce qu'en effet, on a une vitrine, on a un monument que sont les Restos du Cœur et l'aide alimentaire qui se cache derrière, avec le concert des Enfoirés, les collectes dans les supermarchés, et on a l'impression qu'on comprend et qu'on connaît tous ce qu'est l'aide alimentaire parce qu'on a ce reportage une fois par an sur TF1, France, je ne sais plus si ça a changé, c'est toujours TF1. Voilà, et moi je me disais, quand même, il faut qu'on aille voir comment ça fonctionne derrière cette aide alimentaire, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce que ça représente, comment ça se fait que dans un pays où la nourriture circule en abondance, on ait encore besoin de cette aide alimentaire. Le projet de Coluche était un projet qui devait pas durer. Et finalement, 30 ans après, on en a toujours besoin et on se rend compte que l'aide alimentaire, elle s'est institutionnalisée. Dans cette mise en visibilité, je vais découvrir beaucoup de choses et je vais comprendre en fait comment fonctionne aujourd'hui l'aide alimentaire au niveau des approvisionnements. Et c'est important de comprendre en fait quelle est la circulation de nourriture qui vient à l'intérieur. Je vais comprendre aussi physiquement, parce que peut-être que par rapport aux enquêtes qui vous ont été décrites, ma façon d'enquêter est un peu différente puisque j'ai fait une enquête en recherche-action et que donc j'ai participé à l'ensemble des maraudes, j'ai participé dans des centres de distribution avec les bénévoles comme les bénévoles, pas autrement. Et le dispositif de recherche-action fait que j'ai formulé aussi tout un tas de questions avec eux et que nous cherchions à y répondre ensemble pour que ça permette aussi au groupe d'avancer. Donc on a fait pas mal de choses, on a fait de l'analyse des pratiques avec des groupes de bénévoles. C'était très dur de mettre des bénévoles des Restos du Cœur autour d'une table. Ils ont l'habitude de toujours être en mouvement pour mettre des choses sur la table et de les arrêter pour réfléchir à leurs pratiques, c'était pas si évident, mais ça a fait énormément de bien. Donc voilà, tous ces outils aussi qui permettent au sein d'une recherche d'aller chercher des outils d'éducation populaire pour permettre de co-construire de la pensée et pouvoir en faire quelque chose collectivement. Avec les bénévoles, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris déjà qu'ils agissaient avec leur tripes, ce que Birgit Müller appelle l'agir viscéral. Et ça, c'est très, très important parce que finalement, on va avoir sans cesse ce décalage entre ce côté spontané de vouloir faire quelque chose et puis la réalité du terrain. Et ce côté spontané et le fait d'être toujours la tête dans le guidon fait que oui, la recherche devient utile pour pouvoir nommer tous ces enjeux-là. Je me rends compte que les bénévoles, ils sont là, beaucoup, pour maintenir une forme de paix sociale. Ça va au-delà de la distribution de nourriture. Et quand je dis ça, c'est très important, c'est que maintenir la paix sociale, ça vient aussi dire qu'on se situe dans un état dont les choix sont faits, qui participe à une forme de pacification, mais pas de réelle paix et justice sociale au quotidien. Donc,
L'important, c'est de montrer ça. Et de le montrer pour les bénévoles, c'est venir leur dire, en fait, ces ressentis, ces inconforts que vous avez, et ça, vous devez le ressentir aussi sur vos stages de terrain, eh bien, ils viennent pas de nulle part, ils sont légitimes, parce que, en fait, ça vous met en tension, ça vous met en décalage entre ce que vous êtes venu faire avec votre corps et ce que le système récupère de vous-même. Et ça, c'est tout ce qu'on voit à travers le concept de biopolitique et de biopouvoir de Michel Foucault, quand finalement nos corps sont utilisés à notre insu pour nourrir le capitalisme. Et l'aide alimentaire et son approvisionnement en est une bonne illustration. Je vais vous prendre pour exemple une des formes d'approvisionnement. Donc, mettez-vous dans la tête qu'il y en a à peu près 4 pour arriver à remplir les paniers qui aujourd'hui ont des difficultés à être remplis, vous le savez, au niveau de l'aide alimentaire. On va avoir une politique d'achat qui aujourd'hui est mise à mal pour les structures parce que, dû à l'inflation, si j'ai de plus en plus de personnes qui viennent se nourrir, mais que ça me coûte beaucoup plus cher ce que je dois acheter moi-même, évidemment, je suis en difficulté. Globalement, c'est pareil, c'est des chiffres qui sont après à affiner selon les territoires et selon les structures. On va dire que c'est 1/4 de l'approvisionnement des structures d'aide alimentaire. Autre quart, ce sont les collectes qui ont lieu dans les supermarchés. Là, la solidarité, inflation ou pas, elle ne baisse pas. Les collectes dans les supermarchés, c'est quelque chose qui fonctionne, où les personnes, et notamment des personnes qui ont peu, viennent donner. C'est intéressant parce que dans les collectes pour les supermarchés, c'est un don qui est réel dans le sens où il ne va pas y avoir de contrepartie pensée à l'avance, il n'y a pas de défiscalisation. Vous passez à la caisse et vous donnez ce que vous avez envie de donner. Petite note quand même et petite nuance, c'est que le supermarché, lors de ses collectes, met en avant ses propres produits, mais il ne fait pas de ristourne. Et ces propres produits ne sont pas nécessairement les produits dont les acteurs de l'aide alimentaire ont besoin. C'est pour ça que vous les rencontrez à l'entrée du supermarché avec un petit papier qui vous dit qu'ils ont plutôt besoin de café, de produits bébés, de produits d'hygiène, d'huile, etc. Et qui n'ont pas en fait besoin de ce que vous allez avoir quand vous rentrez dans le supermarché, c'est-à-dire le sucre, l'huile, les pâtes de la marque, de l'enseigne qui reçoit la collecte. Autre source d'approvisionnement, le Fonds de solidarité européen, le FSE+. Ce FSE+, il est aussi à réinterroger parce qu'au départ, quand Coluche il pense le projet des Restos du Cœur, il pense un partage. Et il y a déjà un lien avec l'agriculture, j'y reviendrai plus tard, mais du coup, on est dans un moment où on a des stocks de rachat de denrées agricoles qu'on a mis dans des frigos européens pour maintenir des prix. Or, dans les dérives de la politique agricole, ce qui hier permettait à nos producteurs de pouvoir avoir une garantie de rachat de leur production n'existe plus. On a complètement libéralisé le marché, ils n'ont plus ces filets de protection. Ce qui fait qu'en cas de surplus, ils jettent. Ou, je pourrais revenir aussi dans les détails dessus, aujourd'hui, on leur propose en fait de donner. Et donc, ce ne sera pas au coût de production, ce sera toujours un don à perte. Donc, dans ces frigos européens, Coluche pensait qu'on pouvait faire de la répartition et puis redistribuer en fait des denrées de qualité qui étaient du coup les mêmes que celles qui étaient achetées et qui arrivaient dans le placard. Donc on partageait la même nourriture. Aujourd'hui, via le FSE+, c'est pas la même nourriture. On passe par des appels d'offres conséquents générés au niveau européen, et c'est comme ça qu'on peut voir arriver dans les rayonnages de l'aide alimentaire des steaks qui contiennent à peu près tout sauf de la viande et du poulet qui va être gonflé avec de l'eau. Ces produits sont achetés par l'argent public, en fait, par l'État, et redistribués à destination des plus démunis. Donc vous voyez que là, on voit tout de suite qu'il y a une dérive sur ce qu'on doit offrir et un vrai partage d'une nourriture de qualité. Et puis enfin, le dernier quart, c'est ce qui concerne les ramasses. Donc la récupération des invendus en supermarché. Moi, je commence mon terrain en 2016. Ça va être le tout début de la mise en place de la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, le tout début de la mise en place de la loi Garot. Donc, c'est intéressant à observer. Au tout début de mon terrain, ce que les structures d'aide alimentaire et les Restos du Cœur en particulier vont avoir lors de ces ramasses, c'est des bonus.
En gros, ils ont de quoi faire un panier correct pour les personnes. Je parle vraiment de ce qui concerne les centres de distribution. Et grâce au ramasse, ils vont pouvoir ajouter un poulet par-ci, une pizza par-là, des desserts un peu plus fun pour les uns et pour les autres. Donc, ils arrivent à rendre les gens contents et même à avoir un rayon dans lequel ils font choisir les personnes les uns après les autres sur les petits plus qui leur fait plaisir. Sauf qu'avec la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de cadeaux aux supermarchés et donc à l'agro-industrie en leur permettant de vendre à perte. Alors, je ne suis pas hyper forte en économie et en maths, mais globalement, on peut tous se le représenter. Si j'étends la chaîne de valeur d'un produit, en permettant de continuer à se faire de l'argent et à réaliser des profits dessus, je ne vais pas vraiment en diminuer la production. Donc en fait, tout ce qui a été fait sur la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire n'a absolument pas réduit la production, cause première du gaspillage alimentaire. C'est parce qu'on surproduit. Et c'est aussi cette surproduction qui impacte énormément dans notre système alimentaire, toute notre agriculture, et qui impose le fait de devoir produire trop pour produire assez et pour se retrouver à être compétitif dans des marchés où finalement, ce n'est pas la valeur du produit qui compte, mais la taille de votre surface pour bénéficier d'aide de la politique agricole commune. D'où on arrive à ce gaspillage-là et à l'importance de venir fermer le robinet, chose qui ne se passe pas. Donc les produits sont revendus par le supermarché à perte, il a désormais le droit de le faire, et sur ce qu'il ne peut plus vendre, qui sont beaucoup moins les invendus que des invendables, eh bien c'est ça qu'on va retrouver principalement dans les Rolls dédiés à l'aide alimentaire. De 2016 à 2019, il va vraiment y avoir un réel tabou dessus. Les structures de l'aide alimentaire n'osent pas dire qu'il y a une réelle perte de qualité. Elles ont peur parce que dans cette loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, on a mis en place des conventions de dons, des formes de contrats qui font que la structure de l'aide alimentaire a signé un papier comme quoi elle doit venir tel jour et récupérer l'ensemble des denrées. Si elle ne le fait pas, elle est mise en concurrence avec un autre acteur, soit de l'aide alimentaire, soit vous voyez toutes ces startups qui sont créées aussi au moment de la lutte contre le gaspillage alimentaire type Phoenix, etc. Donc du coup, cette mise en concurrence crée aussi beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions parce que imaginez, en fait, selon les territoires, il y a une structure d'aide alimentaire qui est à 3 km d'un supermarché, mais le supermarché, il a conventionné avec une autre structure d'aide alimentaire qui, elle, est à 15 km. Et en fait, vous avez des aberrations comme ça sur les territoires et des mises en concurrence des acteurs, là où finalement, avant, par exemple, on avait une entente où les restos, ils passaient faire leur ramasse le lundi, la Croix-Rouge passait le mercredi, et le vendredi, c'était le Secours Pop. Et ça, en fait, le supermarché, ça l'embêtait un peu, c'était trop d'acteurs, lui, il préfère en avoir qu'un. Il a signé sa convention de don, et quand il signe cette convention de don, il va percevoir une défiscalisation sur les produits qu'il a donnés. Sauf que, en anthropologie, le don, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est un fait social total qui nous permet de voir tout le fonctionnement de la société. Et quand on pense le don, on pense que dans le don, ce qu'il garantit, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce que l'on va recevoir. On est dans cette incertitude qui crée toute la magie du don. Là, en fait, si je sais déjà à l'avance ce que je vais recevoir, et c'est même ça qui fait que je donne, j'ai plutôt l'impression que le terme approprié, ça serait marché. Donc, on est plutôt dans la création d'un marché immoral de la faim. Pourquoi j'utilise le mot immoral ? C'est parce que si on disait vraiment que ça doit s'appeler marché, eh bien, en réalité, on s'insurgerait, on dirait, mais en fait, pourquoi ces personnes sont condamnées à avoir ces produits-là ? Si ces produits-là sont bons pour tout le monde, à ce moment-là, pensons leur usage n'importe où, y compris dans les cantines de l'Élysée, puisque c'est si vertueux. Donc, du coup, il y a toutes ces choses à avoir en tête pour comprendre, en fait, qu'est-ce que ça fait d'utiliser ces produits pour les personnes. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, par exemple, on va avoir une mère de famille qui rentre chez elle, déballe les produits sur la table. Je précise bien mère de famille, parce que beaucoup, quand on parle de la réduction du gaspillage alimentaire, du fait que dans l'aide alimentaire, on ait des produits avec des dates dépassées. On nous dit, mais c'est pas la date de frais, c'est pas la date en fait de consommation, c'est
tu peux aller plus loin, c'est juste une date de fraîcheur à titre indicatif. Ok, sauf que quand on est maman, qu'on ne prend pas la nourriture pour nous, mais qu'on la donne à des enfants, et notamment des petits-enfants, eh bien c'est une réelle angoisse de mettre les choses sur la table et de se dire qu'est-ce que je fais ? Je le donne ou je le donne pas à mes enfants ? C'est bon ou c'est pas bon ? Et vous voyez que du coup, avec ce don, ce qu'on met en circulation, eh bien c'est aussi énormément de tension. Pour les bénévoles, c'est pas nécessairement facile non plus de se retrouver dans cette situation-là. Personnellement, j'ai compris grâce à une maraude, grâce à un moment un peu brutal, ce qui se jouait à travers les dates. C'est un jeune homme, il est revenu en fait super en colère lors d'une distribution en jetant les paquets de gâteaux sur la table où on distribuait le café et en me disant « tu me prends pour un chien ou quoi ?» Et en fait, au début, je me dis, tiens, il mange halal, il doit y avoir, en fait, dans les gâteaux, de l'alcool ou quelque chose que je n'ai pas vu. Je regarde la composition et je me dis, bon, c'est OK. Et là, il me dit, mais non, regarde la date. Et en effet, je vois que les gâteaux sont sur une date dépassée de plusieurs semaines. Et donc, je fais le petit discours qu'on m'a appris à répéter. Je lui dis, oui, mais tu sais, ça rend pas malade, c'est encore bon. Mais il dit, mais non, ils sont pas bons, goûte. Et en effet, nous, on les mange pas, juste on les distribue. Et je me suis sentie super mal, en fait, dans ce moment-là. Et j'ai compris, en fait, que c'était vraiment humiliant de recevoir ces produits-là semaine après semaine. C'est pas comme si c'était arrivé une fois de manière ponctuelle, où on se dit, allez, on a un peu trop, il y a une commande en plus. En fait, c'est quelque chose de récurrent, qui est arrivé toutes les semaines. La bonne nouvelle, c'est que ce jeune-là, qui est capable de venir me jeter le paquet de gâteaux, c'est aussi celui qui est capable de s'extraire de cette file d'attente parce qu'il avait juste besoin de recevoir ses papiers, qu'il travaillait, qu'il vivait en squat, mais qu'il se débrouillait et qu'en fait, un autre jour, on l'a revu, cette fois-ci avec le sourire, venir nous dire « tu vois, tu me vois plus, j'ai plus besoin de venir au resto ». Et ça, c'est chouette, parce que ça arrive quand même de temps en temps. Donc vous voyez, à travers tout ce système de l'aide alimentaire, il y a plein de ficelles qu'on doit défaire pour comprendre en fait ce que ça fait aux personnes qui le distribuent et aux personnes qui reçoivent. Le problème dans ce que j'appelle en fait un marché immoral de la faim, c'est que les pauvres, dans ce cadre-là, si on considère le don, sont considérés comme une variable d'ajustement d'un système qui continue à surproduire. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé de la paix sociale. Donc en effet, dans les différents circuits qu'on voit apparaître dans l'aide alimentaire, l'État qui va missionner les acteurs de l'aide alimentaire pour répondre à sa place aux besoins de nourrir la population, va pas forcément donner les moyens, mais il va attendre un retour du peu de moyens qu'il donne, qui sont souvent des moyens logistiques, c'est-à-dire mise à disposition d'un local ou petite subvention pour acheter un camion, etc. Et la contrepartie qui est attendue, c'est bien que les structures de l'aide alimentaire maintiennent cette paix sociale. Et ensuite, l'État fait cet autre choix dans cette circulation et dans les contre-dons qu'il attend. Il fait le choix de la défiscalisation. Sauf que quand il fait le choix de la défiscalisation, vous voyez bien que la boucle est bouclée sans les personnes concernées. C'est-à-dire que celui qui donne reçoit la contrepartie de l'État et du coup, celui qui est utilisé à la fin, lui, il ne peut plus rien rendre puisque le contre-don a été effectué. Et c'est bien là qu'il devient une variable d'ajustement duquel on n'attend absolument rien et auquel finalement on ne fait plus de place dans nos sociétés. Là où heureusement, les structures de l'aide alimentaire jouent un rôle incroyable, formidable, et c'est certainement ça qui fait qu'aujourd'hui, on les entend en fait dénoncer et annoncer leurs difficultés. C'est que grâce aux dons, on fait aussi circuler des choses invisibles. Et on peut faire circuler de la justice. C'est-à-dire que quand je me joins à la maraude et que j'arrive le soir à 11h30 avec des plats qui sont du coup complètement froids malgré les trucs de maintien chaud, etc. Eh bien là, je vais arriver à dire non, je suis venue te voir là où tu es, là où tu habites, et je viens te donner ce que j'ai. Et c'est OK. En fait, on s'en fiche de la qualité du repas à ce moment-là, et on va avoir des retours extrêmement positifs, même si les pâtes sont froides et collées, même si le steak est beaucoup trop dur. En fait, les personnes vont dire que c'est bon
Parce que ce qui est bon, en fait, c'est la rencontre qui est en train de se passer, c'est les mots qu'on va pouvoir avoir, c'est les fous rires qu'on se prend. Parce qu'en fait, en maraude, on rigole beaucoup. Il y a une forme, en fait, de lâcher prise. On a passé la frontière de tout un tas de choses communes. Et de l'autre côté de cette frontière, vous le vivez beaucoup, je sais, dans le travail social, eh bien, d'autres liens se créent, beaucoup plus francs, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus déstabilisants parfois, mais en fait, qui font que d'autres choses sont mises en circulation. Et du coup, pour moi, ce qui était important ensuite, pour rendre compte de ce travail, c'était de venir nommer ce à quoi j'assistais. Et donc, j'ai fait le choix de proposer un concept, qui est le concept de violence alimentaire, pour venir expliquer et réexpliquer, réaffirmer qu'en France, on se situe dans un État qui a ratifié des traités internationaux et qui devrait tout faire pour mettre en œuvre le droit à l'alimentation. Or, aujourd'hui, il ne le fait pas. Il ne le fait pas pourquoi ? Parce que ce n'est pas un droit opposable et il ne le fait pas parce que ça ne lui coûte rien de ne pas le faire. Or, déroger au traité de libre-échange, par exemple, ça, il va avoir des pénalités et ça va l'impacter. Donc, on fait le choix toujours d'être moins-disant sur les droits de l'homme parce qu'on fait des choix, en fait, économiques qui vont avoir des impacts sur les personnes. Mettre en visibilité ce que ça fait sur les personnes, c'est commencer à exercer ce principe de responsabilité et dire, en fait, il y a des responsables sur les dysfonctionnements de l'aide alimentaire et ce ne sont pas les acteurs de l'aide alimentaire. Ce livre, il vient vraiment expliquer pourquoi l'aide alimentaire dysfonctionne, mais il vient surtout pas dire que c'est l'aide alimentaire qui est dysfonctionnelle. Elle n'a pas les moyens de fonctionner autrement. Et ce que les personnes arrivent à faire avec les miettes qu'on leur laisse, c'est énorme. Et c'est d'ailleurs tout le problème. En 2008, on va avoir un rapport de la Cour des comptes qui vient qualifier le fonctionnement de l'aide alimentaire déficient. En effet, ça coûte peu cher par rapport au service qui est rendu. Et à ce titre-là, depuis, on voit comment les différentes réformes en fait, de l'État concernant l'aide alimentaire vont quand même, sous partie, demander de faire toujours plus. Je vous donne quelques exemples. On va demander aujourd'hui aux acteurs de l'aide alimentaire de pouvoir prendre en charge l'équilibre alimentaire des personnes. Donc, il faut distribuer des repas équilibrés. Et ça nous amène en fait à énormément contrôler ce qui est distribué aux personnes. Et je vous assure que quand on doit contrôler l'équilibre alimentaire ou même sanitaire de personnes qui vivent dans des conditions très dégradées et à la rue, on se dit qu'en fait, on se fait des nœuds dans la tête. Parce que c'est à un autre moment qu'il faudrait intervenir. On demande aux acteurs de l'aide alimentaire de pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire. Je viens de vous l'expliquer. C'est pas leur mission. Et pourtant, dans le rapport d'évaluation de la loi Garot, on voit en fait qu'ils deviennent ces acteurs de lutte contre le gaspillage alimentaire. Leur action, c'est de lutter contre la pauvreté. Et l'aide alimentaire est un moyen de lutte contre la pauvreté. Et ça, ce sont des choses qu'on oublie et qu'il faut aussi avoir en tête. Et du coup, on est dans cette confusion entre droit à l'alimentation et aide alimentaire. On nous fait croire que l'aide alimentaire répond au droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation, il va au-delà du fait de remplir un estomac. C'est permettre aux personnes de se nourrir dignement et de choisir leur alimentation. En correspondance en fait avec leur culture et ce qu'elles ont envie de manger, et ça doit leur permettre de se sentir bien et dans leur tête et dans leur corps. Et c'est pas ça qui est possible et qui est garanti aujourd'hui au niveau de l'aide alimentaire, mais ce n'est pas la responsabilité des acteurs de l'aide alimentaire, c'est de la responsabilité de celui qui donne la mission sans donner les moyens d'y répondre. Et c'est ça qui est important de nommer dans les violences alimentaires. Du coup, ces violences alimentaires, c'est le fait de se retrouver dans un pays qui est parti aux traités internationaux, où il y a une circulation de nourriture de manière abondante, on jette énormément de nourriture, et où pour tout un tas de raisons, des personnes vont se retrouver en situation de confiscation, de blocage pour pouvoir accéder à cette nourriture-là. Et du coup, ça va avoir un impact, parfois irréversible sur les personnes, un impact et physique et moral. L'impact physique, il est grave, c'est toutes les maladies liées à l'alimentation, c'est de l'hypertension, c'est du diabète, c'est de l'obésité, c'est des anémies. Et ça concerne les petits-enfants
qui vont déjà à l'aide alimentaire. Donc quand on parle de responsabilité, il y a une responsabilité forte aussi par rapport aux personnes et à leurs enfants, à leur envie de nourrir correctement les enfants. Et puis chose moins vue, qui moi me semble important aussi à décrire dans ce travail de recherche, c'est tout l'impact psychologique que ça a sur les personnes. Et ça aussi, c'est un impact fort qui est invisibilisé, où sous prétexte qu'on reçoit une aide, il faut dire merci. Et ça, c'est Godbout qui nous dit, en fait, dire merci, c'est être à la merci d'eux. Et c'est précisément ce qui se passe aussi dans ce cadre-là et dans ces relations-là, c'est qu'on est bien à la merci de celui qui veut bien nous donner. Et du coup, dans ces circulations de dons, par exemple, vous avez vu quand les Restos du Cœur ont demandé il y a 2 ans des moyens supplémentaires pour pouvoir répondre à leur mission parce qu'ils n'avaient pas assez, eh bien, l'État a donné un tout petit peu et sous condition de venir acheter une nourriture bio, locale, etc., Fonds Mieux Manger pour tous. C'est extrêmement important, c'est très chouette, sauf qu'il faut m'expliquer comment on peut faire mieux quand on nous demande d'acheter des produits plus chers. J'ai l'impression que dans la mission impossible, on a rajouté un cran. Donc du coup, ça n'a pas vraiment fonctionné pour tout un tas d'acteurs de l'aide alimentaire. Donc on se retrouve dans cette situation où les personnes sont à la merci de ce qu'on va leur proposer, où les bénévoles peuvent pas faire mieux, et où du coup, on est dans cette menace de manquer. Et quand Patrice Blanc, président des Restos du Cœur, prend la parole à l'antenne et vient faire cette demande-là, c'est bien parce qu'il sent que cette menace est là et que cette menace rejaillit et pour les bénévoles et pour les personnes concernées. Donc l'État, il propose de mettre un petit peu d'argent, mais je vous le dis, sous condition, et notamment sur un budget qui était déjà dédié, donc ça n'a pas vraiment aidé à débloquer la situation. Et puis on va avoir ce don ostentatoire de Bernard Arnault, qui correspond à quoi, en fait, qui vient aussi nous envoyer un signal fort de la part de l'État, d'un pays où on est OK sur le fait d'utiliser en fait des puissances économiques et le choix de certains de venir nourrir les autres. Et du coup, on n'est pas du tout sur un principe de justice. Et là, pour moi, il y a quelque chose de très important qui est un enseignement de Marcel Mauss dans la conclusion de son essai sur le don, c'est que le don ne peut pas la justice. Du coup, comment on pense cette sortie du don et pourquoi on pense cette sortie du don ? Eh bien, pourquoi on pense cette sortie du don ? Parce qu'en effet, les impacts psychologiques sur les personnes sont forts. Il y a trop de contrôle aujourd'hui dans l'aide alimentaire, mais comment faire autrement si je n'ai pas assez ? Je suis bien obligée de trier les gens. Et mettez-vous à la place, et peut-être vous y êtes déjà, vous êtes déjà dans ce rôle de bénévole qui s'engage pour dire « oui, je suis là pour venir vous aider, je vais donner de mon temps ». Et en fait, qui se retrouve dans une situation où il doit dire non à la personne. Et c'est lui qui est en ligne de front dans ce système alimentaire fou, à devoir refuser à une personne qui, plein de honte, vient demander de l'aide. Eh ben, on va lui refuser cette aide de base sur pourtant quelque chose qui correspond à un droit. Et du coup, parmi toute la description que je peux faire dans le livre des différentes formes en fait, d'impact psychologique, je me suis inspirée des travaux de Marie-Hélène Irigoyen sur les violences faites aux femmes. Et ce cadre analytique, il marchait bien. Pourquoi ? Parce qu'on est sur quelque chose de répétitif et de sournois. C'est pas une fois je vais à l'aide alimentaire et ça va pas. Et c'est bien pour ça qu'on voit l'importance de l'aide alimentaire aujourd'hui en France et dans le monde, c'est de pouvoir répondre à des situations d'urgence. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'utilisation de l'aide alimentaire pour répondre à une urgence qui dure, en fait, quelque chose qui s'est institutionnalisé. Et si ça s'est institutionnalisé, c'est parce qu'il y a des acteurs pour qui, en fait, c'est profitable de rester dans ce système-là et où, du coup, on fait perdurer des formes d'injustice. Ce que je pense important, je pense qu'il faut conclure, pour conclure, c'est finalement de pouvoir aussi ouvrir ce travail-là sur des perspectives et des ouvertures, c'est-à-dire à quoi ça sert en fait de renseigner tout ça si c'est pour en rester là. Moi, la première, en fait, dans l'écriture du livre, il y avait des moments où c'est très difficile, où je repleurais en lisant mes notes et où je me disais, mais en fait, c'est pas possible d'écrire tout ça, comment on fait pour en sortir ? Heureusement est arrivé le projet de sécurité sociale de l'alimentation,
qui au départ était pour moi quelque chose de complètement utopique, improbable, une nouvelle marotte qu'on se donnait sur les structures militantes où on allait tous s'engueuler super vite, surtout quand on regardait qui c'est qu'il y avait sur le tour de table. Et en fait, vous voyez que 5 ans après, non seulement ce projet a pris de l'ampleur, mais en fait, il fait écho et il fait du bien. Il fait du bien parce qu'en fait, on est venu sortir de cette idée qu'il fallait une politique pour les pauvres. Parce qu'une politique pour les pauvres, c'est une pauvre politique. Et ça, c'est un enseignement que j'ai eu des acteurs de terrain que j'ai fréquentés, et notamment des acteurs agricoles qui se sont intéressés à cette question. Moi, quand je fais du bio, une agriculture respectueuse de l'environnement, comment je touche les personnes qui n'y ont pas accès et pourquoi je n'aurais pas envie en fait que ce soit eux en premier qui bénéficient de ma nourriture. Donc du coup, toute cette remise en question de politique pour essayer de proposer quelque chose en fait qui nous permette de nous inspirer de la sécurité sociale telle qu'elle a été pensée en 1945 et d'avoir ses fondements d'universalité. Je vous le disais, dans les impacts liés à la personne, il y a ce sentiment de honte, de devoir demander de l'aide. Eh bien, quand on est sur un système universel, si tout le monde a droit à la même chose, eh bien, on n'a plus à faire une demande. Cette même chose auquel on aurait droit et qui réfléchit aujourd'hui, c'est 150 € par mois par personne dédiée à une alimentation choisie collectivement. Choisie collectivement, en fait, c'est autre pilier de la sécurité sociale, c'est le conventionnement. Ça veut dire que là, on remet de la démocratie dans les assiettes. On demande aux personnes de se réunir et discuter ensemble sur comment doit être produite la nourriture qu'on partage et qu'on consomme. Et du coup, là, sur les expérimentations qui ont lieu, c'est quelque chose d'assez fabuleux qui se passe et qui va peut-être vous surprendre. Personne ne veut donner des pesticides à ses enfants. Et du coup, de manière très naturelle, on va vers des systèmes agricoles beaucoup plus vertueux. Et on arrive à rétablir un cycle alimentaire assez extraordinaire dans lequel on va même développer d'emplois, réinstaller des personnes grâce au conventionnement, à nos choix, où là où on a vidé nos champs pour avoir une agriculture industrielle qui produit beaucoup, eh bien on repense une agriculture nourricière qui nourrit correctement et qui nourrit aussi le producteur, c'est-à-dire qu'on réfléchit au prix juste. Donc tout ça est discuté dans le cadre du conventionnement et ça crée quelque chose d'assez incroyable qui peut finalement complètement transformer les paysages alimentaires que l'on connaît. Et dernier pilier, c'est la cotisation. Et la cotisation, là aussi, c'est une porte d'entrée incroyable pour se réintéresser à l'économie. Et se dire, bon, en fait, nos fiches de paie, bon, d'ailleurs, on les regarde plus parce qu'elles nous arrivent sur des boîtes électroniques, on a oublié les codes et on va jamais les consulter. Mais dedans, il y a des petites cases, en fait, qui disent qu'il y a des cotisations qui doivent servir à une chose et à une autre. Et là, grâce à la valeur que l'on produit, à notre force de travail, la richesse qu'on est capable de générer, eh bien, on pourrait s'assurer collectivement de se prémunir de ce nouveau risque qui est lié à l'alimentation et notamment à un système alimentaire complètement fou avec cette ambition de sortir une partie de l'alimentation du marché. Donc vous voyez, à travers une étude, une recherche avec des personnes sur le terrain, on arrive à être beaucoup plus intelligent et à penser de nouvelles choses et à pouvoir faire des propositions concrètes. Et je pense que le rôle de la recherche, il est là aussi. Il n'est pas de rester dans un entre-soi sur des laboratoires, il est vraiment d'être au cœur des enjeux de société pour arriver à proposer, et ce n'est pas le chercheur qui propose, mais participer à des propositions en mettant au service les outils dont on dispose pour les rendre lisibles et accessibles. Et c'est pour ça que c'était important pour moi que vous ayez pris en compte ce livre-là, parce que la reconnaissance, en fait, pour moi, elle est aussi beaucoup sur ces bénévoles et ces personnes qui sont souvent invisibilisées. Je vais finir sur cette phrase, c'est la vraie fin. Parce que je pense que c'est important et que ça fait aussi écho à vos professions. Boris Cyrulnik, qui a énormément travaillé sur la résilience, vous le savez, moi ça faisait partie des choses qu'on m'a donné à lire dans ma formation d'éduc. Il s'est intéressé là, dernièrement, sur les origines de la violence. Et du coup, il a écrit un livre qui s'appelle 40 voleurs en carence affective. Et dans ce livre, il vient aussi nous enseigner quelque chose qui, pour moi, est très important après 2019. Il vient nous enseigner qu'avoir besoin de héros dans une société, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'on ne vit pas en paix.
Et quand en 2019, on nous demande de nous mettre à nos balcons pour applaudir les bénévoles de l'aide alimentaire et autres soignants, ça veut dire, ou ça pourrait vouloir dire que finalement cette population, on est OK pour la sacrifier. Parce que c'est le rôle de héros dans une société qui n'est pas en paix. Pour moi, les projets et la manière dont on doit repenser les choses de façon systémique, c'est vraiment de se dire comment on se réunit aujourd'hui pour sortir de ces systèmes dans lesquels, en fait, on ne participe qu'à de la pacification pour vraiment co-construire un projet de paix et de justice sociale. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est peut-être pas la réponse, mais en tout cas, c'est un chemin pour trouver les réponses qui peuvent nous permettre d'atteindre cette paix et cette justice sociale. À vous les questions. Et mieux, vas-y. Ça marche? Ouais, on les a rechargés. Normalement, c'est mieux. Moi, je voulais revenir sur un passage qui m'a beaucoup touchée et qui a beaucoup résonné en moi. Alors, l'inversion de la culpabilité, l'inversion de la faute est flagrante et montre que les violences alimentaires sont à considérer à plusieurs niveaux, celui des atteintes à la personne et celui qui pèse et menace les associations. Ce niveau permettant d'explorer le niveau de contrôle de la population, une forme de banalisation du mal qui interroge comment l'inacceptable devient banal. Et après les échanges que j'ai pu avoir avec les stagiaires, c'est aussi une question qui revient, celle d'accepter la violence, que ce soit verbale, que toutes les formes de violence, par rapport au contexte dans lequel il s'inscrit. Parce que si c'était un autre contexte, du coup, ça aurait résonné, il y aurait eu une succession d'indignation, en fait. Et en référence aussi aux résistants, les maraudeurs, qui... alors, vous avez parlé de... comment ça s'appelle? Désobéissance civile. Désobéissance civile. Oui, c'est ça. Et du coup, je voulais revenir sur ça, sur du coup la désobéissance civile et comment elle se met... comment on appelle ça? Merci. Ouais, oui, c'est ça. Comment ça se traduit du coup dans les actions de ces bénévoles-là? Et merci beaucoup pour le travail que vous avez fait sur ça aussi. Merci beaucoup pour cette question. Ce que j'ai trouvé important aussi dans ce travail avec les bénévoles, c'est que j'ai rencontré très peu de personnes, mis à part des personnes qui en effet sont bénévoles pour exercer une forme de domination. Il y en a, mais c'est une minorité. Et en fait, c'est aussi le jeu des sociétés. Hein. On rencontre pas que des gens parfaits tout le temps. Eh bien, il y a quand même un fort sentiment d'impuissance et beaucoup de personnes qui vont arrêter et qui sont découragées par rapport à cette banalisation du mal ou pas avoir l'impression d'avoir les coups des franges pour pouvoir transformer les choses. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à se situer dans un récit qui ne serait pas le récit du dominant. Finalement, sur la question du sous-système alimentaire, on va nous dire qu'au niveau agricole, on est en cogestion de l'agriculture parce que le syndicat majoritaire, qui est la FNSEA, vient écrire la feuille de route au ministre de l'Agriculture. C'est un secret pour personne. Et du coup, ça, c'est une problématique forte, sauf que sur le terrain, les agriculteurs ne sont pas d'accord forcément avec cette façon d'opérer. Mais si je suis agriculteur et que je ne suis pas syndiqué à la FNSEA, eh bien, il y a plein de primes que je ne vais pas avoir. Et il y a un soutien, une aide, un accès aux terres que je ne vais pas avoir sur le terrain. Donc, en fait, je suis un peu obligée de me retrouver dans ce système-là.
Résister, ça va être participer à un autre syndicat, par exemple la Confédération paysanne, et du coup avoir des actions très fortes. Et je pense que vous en avez tous entendu parler. Il y a eu toute la question en fait de la mobilisation contre les méga-bassines. Avant ça, il y avait toute la mobilisation contre les OGM. Donc on a une résistance paysanne qui est extrêmement forte, qui est rejointe par tout un tas d'acteurs de la société civile qui viennent renforcer et donc désobéir par des actions, soit en envahissant des sites, soit en détruisant des cultures pour le cas des OGM. Et la désobéissance civile, c'est vraiment un outil qui est utilisé de manière à rendre compte d'une action de façon non violente, donc c'est pas en s'en prenant aux personnes, avec cette idée qu'on va pouvoir aller au tribunal, qu'il va y avoir un procès parce que de manière délibérée, on va aller à l'encontre d'une loi. Et grâce à ce procès, on a envie de mettre le sujet sur la table et de faire en sorte de faire bouger la loi via des jurisprudences. Donc la désobéissance civile sert beaucoup à ça. Dans le cadre de l'aide alimentaire, par exemple, la forme de désobéissance, elle est beaucoup liée aussi au fait d'aider et de nourrir les sans-papiers, qui à certains moments, et même là on a peur de nouvelles façons de pouvoir procéder et que ça mette en péril des actions, où on va se retrouver dans des statu quo, c'est-à-dire qu'il est interdit de venir procéder à des contrôles sur les lieux de distribution. Donc voilà, il y a tous ces actes-là qui font que, on se situe un peu en résistance. Et c'est important de se situer en résistance parce que ce qui a permis de créer la sécurité sociale dont vous bénéficiez tous avec votre carte vitale, ce sont les résistants. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est dans un moment, en fait, où on pensait que ça allait être très, très dur. Alors, il y avait tout un passif, je vous passe les détails. C'est une bataille, la conquête de la Sécu. Mais là, de la même manière, on peut se dire que la convergence de résistance et de ceux qui ne sont pas en cogestion au niveau du système agricole et de ceux qui ne sont pas en cogestion par rapport à une politique sociale qui n'est pas une politique sociale, mais qui est de la casse sociale, s'ils se rencontrent, ils peuvent rétablir un rapport de force et grâce à ce rapport de force, on change le récit. Moi, c'est plus pratico-pratique, mais au début, vous avez dit du coup que vous avez pratiqué en tant qu'éduc. Et je voulais savoir, parce que en tant que travailleuse sociale, on est emmené à faire beaucoup d'ADP, on a été sensibilisé à ça. Je voulais savoir comment vous amenez cette pratique dans le cadre du bénévolat, et dans quel cadre et comment ça se passe. Voilà. Du coup, c'est-à-dire cette pratique l'ADP. Comment l'analyse de la pratique. Alors dans le cadre du bénévolat, du coup, ce que moi je leur ai proposé en fait de se poser et de se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter de différents sujets. On a discuté au départ de la file d'attente, par exemple. Donc on s'est fait un planning en se disant, on va se voir 10 séances. Et on va évoquer les sujets qui posent problème. Donc, on a eu une première séance où on a discuté, la file d'attente, pour moi, c'est compliqué. Toutes les personnes, ce qu'elles disent, ce qu'elles vivent, le froid, la pluie, les mamans, les poussettes. On a établi un programme où, en fait, avec les personnes, on s'est retrouvés à chaque fois pour pouvoir en parler. Finalement, comment on l'établit ? C'est du volontariat. Et du coup, ça tient beaucoup à la personne d'arriver sur... en tout cas... Je n'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas été bénévole avec eux. Ils m'ont suivi parce que, en fait, je faisais la même chose qu'eux, parce qu'on se questionnait, parce qu'on se parlait, parce qu'on passait du temps aussi ensemble à l'extérieur. C'est aussi tous ces liens fins amicaux qui se sont liés qu'on fait que ça, c'est devenu possible. Avec les maraudeurs, on n'a pas fait une analyse des pratiques. Par contre, on a mis à plat les pratiques en créant un guide d'accueil pour tous les maraudeurs qui venaient. Parce que comme il y avait énormément de turnover, c'était difficile d'avoir un repère pour celui qui arrivait. Du coup, l'analyse des pratiques, c'est finalement un recul qui est difficile à avoir quand on est la tête dans le guidon et où il y a beaucoup de turnover. Et là, il y aurait vraiment une plus-value et
finalement quelque chose à penser au niveau de la coordination des structures de l'aide alimentaire, mais c'est des budgets sur lesquels on ne met personne. Si on ne met pas en fait les moyens pour qu'il y ait une coordination solide sur les territoires, sur les acteurs de l'aide alimentaire, on ne peut pas développer de l'analyse de pratique, sauf exception. Et c'est ça qui est regrettable. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup, Bénédicte. Bien, ça va être le moment de la remise des prix. Donc, je vais appeler Baptiste Fiche, qui est membre du jury mixte et qui est membre aussi du Maïs et qui va venir remettre le prix à Camille Masquet, qui est donc lauréate article. Baptiste, à toi. Tu peux prendre le micro. Merci. Tu peux te mettre à côté. Ok. Bonjour. Vous êtes super nombreux. On m'a dit, ouais, tu viendras dire un petit mot pour présenter, voilà. On m'avait pas prévenu qu'il y avait 250 personnes, donc c'est surprise. Voilà. Ah oui, non, petit détail. En tout cas, moi, je suis ravi d'être là pour remettre le prix du jury mixte. Camille Masquet, pour ce travail que moi j'ai trouvé passionnant. Je vais vous dire juste un petit mot sur le Maïs quand même, que je représente aujourd'hui. C'est le mouvement pour l'accompagnement et l'insertion sociale. C'est un mouvement militant qui défend une vision de l'accompagnement, d'un accompagnement sur mesure, on dira, au plus près des personnes, clinique pour le coup. Mais bon, pour pouvoir faire un accompagnement au plus près des personnes, il faut les connaître et il faut aussi se connaître. Et là, pour les travailleurs sociaux que vous êtes ou que vous allez devenir, il n'y a pas le choix que de lire, tout simplement, pour se rendre compte aussi de ce rapport à la norme qui apparaît de manière flagrante dans l'article. Là, pour le coup, on voit bien à quel point on est imprégné de choses qu'on ne maîtrise pas, dont on est à peine conscient. Et si on peut éviter un choc à chaque fois pour s'en rendre compte, c'est plutôt pas mal. Donc la lecture, ça fait un petit choc, mais ça pique moins quand même que ce qui est décrit dans l'article. Par ailleurs, ce qui m'a convoqué, moi, dans l'article, et c'est important de le dire, pour évoluer dans sa pratique professionnelle, il faut sortir un peu de sa pratique. Les livres, les articles, c'est essentiel pour ça. Moi, ce qui m'a convoqué, c'est parce que, outre le mouvement pour l'accompagnement et l'insertion sociale, donc qui concerne plutôt des SAVS, donc publics précaires et en situation de handicap, je travaille aussi dans le soutien à la parentalité, auprès de l'association Les Mots des Familles, qui fait partie de la fédération des pâtes au beurre. Donc pour les Nantais d'à côté, ça peut évoquer quelque chose. Moi, c'est la version morbihanaise. Donc voilà, une partie de ma pratique sert à soutenir des parents. Et des parents qui témoignent de choc, j'y pensais tout à l'heure en vous écoutant, comme quoi en plus je l'ai lu, mais je l'ai relu, et puis en écoutant, il y a encore d'autres choses qui viennent, donc il faut vraiment le faire, de lire et relire. Et je me disais, ah oui, et en même temps, ça m'aurait intéressé de savoir comment les parents qui ont été interviewés ont vécu les premiers chocs qui existent déjà en tant que parents. Le premier choc, c'est quand même l'arrivée de l'enfant. Même si a priori on y est pour quelque chose, entre ce qu'on a imaginé avant et le machin qui débarque, du coup dans nos permanences de soutien à la parentalité, on voit bien qu'il y a un truc qui n'est pas automatique finalement. L'instinct maternel, tout ça, on peut oublier quand même. Rencontrer son enfant, c'est pas si simple. Ensuite on rencontre l'adolescent, c'est pas si simple. Et puis le jeune adulte peut encore provoquer de nouvelles rencontres qui vont se faire ou pas. Et donc moi j'avais ça en tête tout à l'heure, je me disais tiens, j'aurais bien aimé avoir des éléments pour savoir comment ces parents ont vécu l'arrivée de l'enfant, l'arrivée de l'adolescent et maintenant du jeune adulte, pour essayer de voir s'il n'y a pas aussi quelque chose qui aide d'avoir su faire finalement avec les déceptions successives. Est-ce que ça aide aux autres déceptions, j'utilise ce terme parce que je suis psychologue clinicien, et moi c'est le terme que j'utilise auprès des familles. C'est comment on arrive à être déçu. En tant qu'enfant, déçu de ses parents, il faut être déçu pour pouvoir partir, parce que sinon on reste avec les parents, s'ils sont parfaits, on n'a pas de raison de s'en aller. Donc il faut accepter d'être déçu en tant qu'enfant, puis après en tant que parent, comment on accepte la déception, tout simplement pour passer à autre chose. Ok, c'est pas ça, bon, c'est pas grave, on va inventer un nouveau type de rapport. Ce qui apparaît dans l'article aussi,
ce travail de reconstruction là, du parent, cette socialisation à rebours. Ah bah tiens, je vais me laisser enseigner par mon enfant, devenu adulte certes, mais voilà, cette capacité à se laisser enseigner par son enfant, c'est aussi un signe des temps modernes, hein, dans le rapport à la parentalité. Dans un modèle patriarcal pur, c'est le parent qui décide, l'enfant il écoute, enfin c'est le père, excusez-moi, qui décide, voilà, et on écoute. On voit bien que des nouvelles formes de parentalité commencent à arriver, où justement des parents acceptent une autre verticalité, où ça peut remonter aussi. C'est typiquement ce que j'ai retrouvé dans l'article. Donc vous voyez, tout ce pouvoir d'évocation. J'ai que 5 minutes, hein, mais en même temps, il ne faut pas donner le micro à quelqu'un qui passe son temps à écouter les autres. Hein. Après, il a plein de choses à dire. Hein, ça, voilà, c'est prévenu. Voilà. Mais en tout cas, prenez le temps de lire et relire, parce que vous voyez, une simple lecture entre guillemets, mais quand même un article de qualité, quoi. Ça renvoie énormément de choses, ça fait réfléchir, ça permet de reconstruire sa pratique, même quand on a déjà des bouts de cheveux blancs et un peu de barbe blanche, ça marche toujours. Je vais juste terminer là-dessus avant de le rendre. C'est passionnant de lire. En tant que travailleurs sociaux, futurs travailleurs sociaux, vraiment, si vous avez quelque chose à faire, c'est lire, mais écrivez aussi. Parce que pour le coup, effectivement, moi j'adore lire les articles des sociologues, historiens, enfin tous les livres et articles qu'on lit grâce au prix de l'écrit social. Mais bon, c'est sympa que les autres racontent. Il y a toujours un travailleur social dans tous les ouvrages qui ont été nommés. Il y a certainement un travailleur social pas loin. Mais à quel moment il raconte sa pratique ? Ben là, pour le coup, c'est aussi une de vos responsabilités. Dans le champ du handicap, on a Séraphin PH qui nous arrive dans un coin de la tête. C'est pas pour rien. C'est sans doute parce qu'on a un petit peu oublié de dire ce qu'on faisait aussi. Et pour le coup, lisez, mais écrivez également. En plus, ça fera du matériau pour les sociologues qui seront vachement contents. Parce que plutôt que de galérer à retrouver les gens pour pouvoir écrire sur le sujet, ben voilà, ils pourront s'orienter plus facilement grâce à vous. En attendant, voilà, je remets le prix de l'article à Camille Mesclet et je la remercie encore pour cet article passionnant. Merci beaucoup. Je ne vais pas reprendre le micro très longuement, mais voilà, je voudrais de nouveau dire vraiment toute ma joie, mon plaisir d'être là et d'avoir tous les retours, voilà, vos remarques et celles à venir. Hein, voilà, je suis vraiment très, très heureuse. C'est très, très précieux de pouvoir présenter une recherche en cours aussi, donc avec tout ce que ça peut générer de questionnements encore sur les pistes à creuser, etc. Et puis de savoir que ça peut parler à un public de travailleurs, travailleuses sociaux, d'étudiants, étudiantes. Voilà, c'est vraiment très, très gratifiant. Donc merci encore pour ce beau prix. Ah non ? Oh mais non, mais ben voilà, j'ai pas mes notes. Donc on va remettre le prix à Margot Delon. Donc c'est 2 étudiantes, membres du jury, qui vont venir s'adresser à Margot. Je me trompais pas. Donc Marie et Anaïs. Allez-y. Vous m'entendez bien ? Alors déjà, merci à tous d'être ici, d'être présents. Merci également à Margot Delon d'être venue ici pour le prix. Votre livre nous a énormément impacté et donc du coup, on va expliquer un petit peu notre ressenti après la lecture de ce livre. On a écrit un petit mot de la part de tous les étudiants de deuxième année qui étaient présents dans ce prix mais qui n'ont pas pu venir ce matin. Aujourd'hui, on aimerait partager avec vous nos réflexions sur un livre qui nous a profondément touchés, Enfants des bidonvilles de Margot Delon. En tant qu'étudiant en deuxième année d'ASS EJE-ES, cet ouvrage résonne particulièrement avec nos préoccupations professionnelles et humaines. Au travers de cette enquête, c'est une immersion dans l'histoire des bidonvilles que nous a fait vivre Margot Delon. Au cœur de 2 grands bidonvilles de la région parisienne des années 60, elle est allée à la recherche de ces enfants qui ont grandi et ont pu lui livrer leurs souvenirs, mais surtout leur chemin de vie après une enfance passée dans les bidonvilles. Margot nous plonge dans la réalité souvent méconnue des enfants vivant dans les bidonvilles. À travers son récit, elle nous fait découvrir des vies marquées par la précarité, mais aussi par une incroyable résilience.
Ces enfants, souvent invisibles pour la société, ont des histoires à raconter, des rêves à réaliser et des luttes à mener au quotidien. Ces récits de vie nous apprennent aussi la discrimination, les inégalités entre bidonvilles selon l'origine de la population et au sein même des bidonvilles. Ce qui nous a frappé dans ce livre, c'est la manière dont Margot Delon met en avant non seulement les difficultés rencontrées par ses enfants, mais aussi leur capacité à trouver de la joie et de l'espoir malgré tout. On découvre des rires, des jeux et des liens d'amitié qui témoignent de leur humanité. Cela nous rappelle que derrière chaque statistique, il y a des vies, des émotions et des aspirations. En tant qu'étudiants AS, ES et EJE en formation, nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir à notre rôle face à ces réalités. Ce livre nous interroge sur les inégalités qui persistent dans notre société et sur notre responsabilité civile. En effet, nous avons pu observer le lien entre le livre « Enfants des bidonvilles » et les camps des communautés roms à travers plusieurs thématiques similaires telles que la marginalisation, l'exclusion sociale, les conditions de vie précaires et l'impact sur les enfants. Chaque enfant mérite une chance, un accès à l'éducation, à des soins, et un environnement où il peut s'épanouir. Enfants des bidonvilles est donc bien plus qu'un simple récit, c'est un appel à l'action. Il nous pousse à ne pas rester indifférents et à nous engager pour un changement positif. J'espère que chacun d'entre vous prendra le temps de le lire, car il nous offre une précieuse occasion d'écouter la voix de ceux qui sont souvent réduits au silence. Merci vraiment pour tous ces mots, les vôtres individuellement et puis ceux de celles et ceux qui n'ont pas pu être là. Donc pareil, je ne vais pas recommencer à reparler. Mais il y a un mot qui m'a particulièrement frappé dans ce que vous avez dit, c'est le mot humanité. Et je pense que c'est un mot sur lequel on travaille aussi ensemble et c'est bien de faire ces passerelles-là. C'est aussi un mot qu'a employé un réalisateur qui s'appelle José Vieira, qui est d'origine portugaise et qui disait mais que c'est fou en fait. Et donc lui, il a vécu dans un bidonville portugais dans les années 60 et il fait des documentaires sur les bidonvilles roms contemporains et en mettant en parallèle, et c'est incroyable, je vous invite vraiment à voir son travail. Et dans l'entretien, il me raconte, mais c'est fou qu'on en soit amené là. Juste, donc les Portugais à l'époque étaient humains, les Roms aujourd'hui sont humains, on est réduit là à cette espèce de constat qui devrait être de base, mais qui malheureusement n'est pas toujours pris en compte. Donc merci beaucoup pour votre lecture, vos mots, votre engagement, et encore une fois pour ce prix. Merci. Merci aux étudiantes qui ont rédigé ce mot, mais qui correspond bien au débat et aux échanges qu'on avait eus. Et donc maintenant, je vais appeler Ingrid Gallienne, qui est formatrice à la RIFT et qui est membre du jury mixte, et qui va dire un premier mot par rapport à l'ouvrage de Bénédicte Bonzi. Et puis après, on écoutera Stéphane Lecourant. Bonjour à tous. Alors, très rapidement, avant de laisser la place à Stéphane Lecourant, c'est un très grand honneur pour moi et un plaisir que de vous dire ces quelques mots de la part du jury mixte du prix de l'écrit social, qui a voté pour votre ouvrage « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires », ouvrage de 2023. Nous avons été enthousiasmés par la façon dont vous vous êtes emparés du sujet des violences dans notre système alimentaire, des effets pervers des politiques productivistes, tout en rendant compte de l'engagement, de la souffrance de celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans les dispositifs d'aide alimentaire, comme de celles et ceux qui en bénéficient. Nous avons particulièrement apprécié l'aisance et la tonalité de votre écriture, ainsi que la richesse du propos pour aborder ce sujet sans engommer la complexité. Bravo. Nous vous avons accompagné dans les maraudes et les coulisses des Restos du Cœur, à la rencontre des bénévoles, des acteurs et des bénéficiaires de cette institution. Vous êtes une véritable conteuse. Nous avons partagé vos réflexions sur le concept de don, un de ceux au fondement de nos secteurs d'intervention sociale et médico-sociale, qui est particulièrement mis en lumière et dont les facettes complexes sont développées au sein de votre ouvrage. Teinté de votre expérience d'éducatrice spécialisée et de chercheuse anthropologue, votre écrit est une belle ressource
propice à soutenir la réflexivité sur la relation d'aide et la posture professionnelle. Vous aiguisez la perception du lecteur en articulant très justement les aspects macro et micro de la problématique, en écho aux méthodologies de recherche auxquelles se forment les professionnels en travail social. Nous nous sommes laissés guider en chaussant alternativement des lunettes historiques, sociologiques, anthropologiques, économiques, écologiques, politiques. Une grande richesse. Votre propos est illustré et éclairé grâce à une recherche précise et référencée de plusieurs années au cœur du terrain. 7 années, si je m'abuse. À peu près. Celle-ci rend compte de façon vivante de la réalité des publics, des bénévoles et des acteurs locaux. Enfin, votre travail est engagé, d'actualité. Il s'adresse à toutes et tous, ici, mais aussi ailleurs. Citoyens, citoyennes, formateurs, formatrices, personnes et professionnels du travail social, personnes en formation et professionnels du travail social, chercheurs, chercheuses, institutions, associations, politiques, et j'en passe. Vous présentez et expliquez une alternative concrète aux limites de l'aide alimentaire, et notamment le principe de sécurité sociale alimentaire qui met en responsabilité éthique l'ensemble des parties prenantes et réaffirme l'universalité du droit à l'alimentation. Vous l'aurez compris, j'ai adoré et vous remercie pour ce magnifique travail qui, je l'espère, suscitera des vocations dans l'assistance. Merci. Merci. Bonjour. Ah. Ah oui, il va falloir donner le... Ah ouais. Attends, je sais plus là. Bon, je vais commencer quand même en attendant le... Oui, voilà, ça sera... Ouais, je vais commencer par vous remercier. J'avais la chance d'être là l'année dernière. Je suis très content d'être de retour. À titre personnel, je trouve ça... je trouve que la matinée était passionnante et aussi rassurante, pour tout vous dire, puisque quand on est dans la recherche, et ça a été dit tout à l'heure... par Margot Delon, la recherche en ce moment elle est attaquée un peu de toutes parts. C'est quand même rassurant de voir que les écrits circulent, que ça peut être utile à quelqu'un d'autre et que ça ne reste pas au sein de nos laboratoires. Et je trouve que c'est vraiment une chose qui est assez rassurant de partager avec vous et de voir que vous lisez, que ça vous intéresse et qu'on peut en rentrer en dialogue et que c'est un dialogue qui est fructueux pour tout le monde et qui va dans les deux sens. Je voudrais quand même dire aussi mon remerciement au prix de m'avoir réinvité cette année, plus particulièrement à Stéphanie et Hélène. Le don, c'est aussi un lien. Donc, il y a eu un don l'année dernière, mais le lien reste encore et je suis très content d'être revenu vous voir. Alors, je ne vais pas être très long, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le livre. Pendant la lecture, et c'est plus facile parce que moi j'avais déjà le résultat, parce qu'on m'avait dit que c'était le livre qui avait été primé, mais je me suis mis un peu à la place du jury en me disant quelles ont pu être les discussions et qu'est-ce qui a fait que ce livre est sorti du lot. Et ça a déjà été souligné, mais je trouve qu'effectivement l'écriture, on est embarqué dans le livre. On a à faire des descriptions, donc on voit des lieux, des maraudes, des espaces de circulation. On voit aussi beaucoup de portraits. Et ce qui m'a marqué à la lecture, mais c'est pas mon aide de lecteur qui l'a fait apparaître, parce que c'est écrit comme ça, c'est que les portraits de ce qu'on pourrait appeler les bénévoles et de l'autre côté les bénéficiaires, en fait, on voit que c'est un commun, que pour certains, la distinction ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, dans le livre, c'est écrit qu'il y a toute une gamme de vocabulaire pour désigner les positions, mais que beaucoup ne s'y retrouvent pas. Et qu'autour de ces distributions alimentaires, il y a un commun qui se crée, et ça a déjà été dit, il n'y a pas que de l'alimentaire qui est distribué, il y a de la reconnaissance, du lien qui circule au moment où on donne aussi à manger. Ce qui m'a beaucoup marqué en lisant et en pensant particulièrement au jury qui le décernait, c'est de voir comment, et là si on est plutôt du côté des bénévoles, c'est un grand nombre de personnes, c'est quand même un phénomène, et c'est une chose que moi je n'avais pas du tout mesuré. À un moment, dans votre livre, vous écrivez que vous mettez la lumière sur les marges, sur de l'invisible. On parle quand même de près de 8 millions de personnes qui, après le Covid, étaient bénéficiaires de l'aide alimentaire, 70 000 bénévoles du Resto du Cœur, et juste pour le Resto du Cœur. Donc effectivement, c'est une chose qui n'est pas très vue et qui passe un peu à côté des radars, mais qui n'est pas un phénomène marginal en fait, en termes de volume de personnes concernées.
Et ce qui m'a marqué, c'est le fait de voir comment toutes ces personnes, ces 70 bénévoles, ils sont en première ligne face aux violences structurelles. Et c'est là aussi, moi, ça m'a fait penser au métier que vous allez exercer, que vous exercez dans vos stages, que vous exercerez peut-être plus tard, de voir ce que ça veut dire concrètement d'être dans les premières lignes de ces violences structurelles, de voir les effets de cette violence alimentaire sur les corps, sur les esprits que vous décrivez dans le texte, et qui ne laisse pas non plus les personnes bénévoles indifférentes, et qui a aussi un effet sur leur propre expérience et leur propre position dans l'existence. Les effets que ça a d'être obligé de pousser à manger les restes, et ça c'est quelque chose qui vient beaucoup dans votre texte. Ne pas avoir le choix. C'est pas tant une question d'avoir faim, même s'il y a aussi cette question d'avoir faim, mais de ne pas avoir le choix, d'être obligé de manger les restes. Et il y a de nombreuses parties que j'ai trouvées très, très parlantes de finir par être ce que l'on mange, être défini par ce que l'on mange, et de trouver sa place dans la société pour manger ce que les autres n'ont pas mangé. Il y a quelques passages comme ça que j'ai trouvé vraiment marquants sur la boîte de salsifis que personne ne voulait ramener chez soi, qui doit rappeler quelques souvenirs de cantine, en tout cas pour les gens de ma génération, mais aussi les repas de fête. C'est-à-dire qu'on fait la fête 2 semaines après que les personnes l'ont faite. C'est-à-dire qu'on mange le foie gras et les huîtres au milieu du mois de janvier. Donc toutes ces choses-là, je trouve qui sont vraiment importantes à lire, et en même temps, vous épargnez pas non plus et une chose qui, à mon avis, a dû parler aussi aux personnes du jury quand ils ont choisi de décerner le prix, de voir comment aussi, même dans ces structures d'accompagnement et d'aide, il peut y avoir une reproduction de la violence. Tous les passages sur l'évaluation, le barème qui est tenu secret pour savoir si une personne aura le droit ou non à l'aide alimentaire, l'obligation de se mettre à nu pour se raconter, pour pouvoir bénéficier de cette aide, toutes ces choses-là qui sont des choses connues, mais qui se reproduisent aussi dans ces espaces qui voudraient aller à l'encontre de ces violences structurelles. Et je trouve que ça, vous le montrez très bien. Il me semble qu'un élément vraiment central, et je pense que vous l'avez entendu dans la présentation du livre, c'est aussi cette volonté d'inscrire toute cette ethnographie au plus près de l'aide et des situations de don et de maraude dans une réflexion beaucoup plus large sur les questions politiques, sur les fondements politiques, et que la question du reste ici, elle s'inscrit dans quelque chose d'autre, plus large, c'est-à-dire on mange les restes d'un système économique qui surproduit, et toutes les conséquences que ça a à la fois sur les personnes, et c'est ce que j'ai évoqué juste avant, qui sont soumis à manger ces restes, mais également sur tout le système de production agro-industrielle qui fonctionne sur cette surproduction et sur le fait que les restes seront absorbés par ces marges. Donc je trouve que c'est aussi là un des effets importants, enfin en tout cas c'est un des éléments vraiment importants de ce livre qui ne renonce pas à poser des questions de justice, de droit et de responsabilité, ce qui était rappelé dans l'introduction que vous avez lu dans votre livre. Et un dernier élément, et ça c'est peut-être plus personnel, c'est que je trouve que c'est intéressant de voir comment, à partir d'une expérience et un travail d'ethnographie, à partir d'un ancrage dans l'anthropologie, on peut ne pas se contenter de décrire le monde tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être, tel qu'il pourrait être, tel qu'il devrait être. Et ça, c'est toutes les dernières parties du livre qui, à mon avis, ouvrent comme ça des possibles et qui permettent de sortir et d'élargir les horizons de ce que vous avez décrit sur le fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui. Donc je pense que à ma lecture, c'est en partie une des raisons pour lesquelles votre livre a eu le prix cette année, que j'ai le plaisir de vous remettre. Merci beaucoup. C'est en effet un honneur de recevoir ce prix, et je vous ai dit pourquoi. Et en fait, je suis aussi très honorée que ce soit toi qui remettes ce prix-là, puisque le livre a reçu 2 prix, et à chaque fois, c'est l'année après toi. Donc, je me sens un peu sur le chemin de Stéphane Lecourant. J'espère que ça m'aidera aussi pour le concours CNRS, je te le cache pas. Donc, voilà, je vais prendre ce chemin-là. Et dans tout ce que tu as dit, et merci aussi pour ce que vous avez dit, ça me touche. Je vais juste vous laisser sur cette phrase-là, qui est aussi une continuité de la pensée, parce que tu finissais en parlant des restes. Et James Scott, qui est un anthropologue et qui a beaucoup travaillé sur la résistance paysanne, et du coup sur ce qu'on fait aussi de la parole des paysans, il disait dans la description d'une forme d'économie morale, donc vous voyez quelque chose qui s'opposerait à l'économie morale dont on parlait tout à l'heure, que c'était surprenant qu'on soit toujours intéressé davantage par ce qui nous reste que par ce qu'on nous prend.
Et du coup, je crois que dans la conquête du droit et de la justice, il y a ça aussi à avoir en tête et à garder dans nos métiers, d'être moins obnubilés par ce qu'il nous reste pour travailler que ce qu'on nous prend pour nous empêcher de travailler. Merci beaucoup à tous les jurys, Stéphane, pour vos mots et aux lauréates. Avant que vous vous déplaciez, je sais que nous avons un peu débordé. Alors, je te laisse le dire, tu aimes bien en général fin de la retransmission. Oui. Vous les studios. Oui. À vous les studios, oui, donc on va arrêter la retransmission. Par contre, on vous demande de rester encore... 2-3 petits points d'organisation. Voilà. D'abord des remerciements un petit peu quand même à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette matinée. Donc merci à Christophe Véron, notre directeur général, aux membres du COPIL du prix de l'écrit social, à nos collègues du Centre de ressources documentaires qui participent au travail de veille et qui permet d'aller trouver les fameuses pépites que l'on vous donne après à lire et qui contribuent à animer le prix. À nos collègues qui ont permis d'assurer la technique sur cette matinée, à nos collègues des services généraux qui participent grandement à la qualité de l'accueil, aux formateurs et formatrices qui vont venir nous rejoindre sur l'animation cet après-midi des cafés débats, et puis à l'ensemble de nos jurys professionnels et étudiants pour leur participation, et évidemment un grand merci à nos lauréats et lauréates d'avoir accepté cette invitation et d'avoir su partager avec enthousiasme leurs recherches.